Bienvenue, hello, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Mademoiselle. Je suis Mélanie Wanga, je suis la directrice des rédactions de mademoiselle.com, qui est un média féministe en ligne qui traite de société. Vous regardez ce soir l'avant-dernier live de notre série sur l'élection présidentielle de 2022, qu'on traite bien sûr avec un point de vue féministe. Alors pour rappel, on couvre cette élection dans une série de live Twitch qui pose aux candidates et aux femmes fortes de cette élection les questions que le lectorat de Mademoiselle se pose. Alors on a fait le choix d'inviter les femmes de l'élection présidentielle, soit les femmes, soit les candidates. Pour les hommes, on invite les femmes de leur parti, avec lesquels on va discuter du coup programmes, mesures autour des droits des femmes, des personnes LGBTQ, des minorités en général, autour du travail et de l'économie, de l'écologie, de la jeunesse, etc. Et ce soir, on reçoit Hélène Bidard, qui est membre du Parti communiste français et qui est aussi également un soutien de Fabien Roussel, le candidat à l'élection présidentielle de 2022. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Très contente d'être là. Enfin. Enfin. Ça faisait plusieurs semaines qu'on était en tractation. Donc, très heureuse. Très contente de vous avoir aussi. Donc ce live, c'est aussi une soirée en partenariat avec le média d'enquête et de culture urbaine Street Press, qui sera représenté par Mathieu Mollard, son rédacteur en chef, qui est actuellement en coulisses. Et avec moi, pour cette soirée, comme d'habitude, Maëlle Lecor, journaliste société chez Mademoiselle. Bonsoir. Bonsoir. Qui va interroger la candidate à mes côtés. Enfin, du coup, vous n'êtes pas candidate, la représentante du candidat. Le chat sera pris en main par notre responsable Twitch de Mademoiselle, Camille Garnier à la régie, qui nous transmettra les questions et les réactions en live. Bonsoir Camille. Bonsoir, j'espère qu'on m'entend bien, j'espère que vous allez très très bien et j'espère surtout que vous n'allez pas hésiter à nous poser toutes vos questions parce que c'est la première fois que je suis là en plateau ce soir avec vous et vous inquiétez pas, je vais pas en louper une, donc si vous avez la moindre question, n'hésitez surtout pas et on va passer une très très bonne soirée tous ensemble. Super. Alors, ceci posé, Hélène Bidard, vous serez avec nous durant 1 heure pour répondre à nos questions et à celles du chat. On espère qu'il y en aura beaucoup. Et puis on passera à la phase de débrief où vous ne serez pas avec nous et nous, on reviendra sur tout ce qui a été dit. Mais en attendant, vous sur le chat, je vous incite à participer tout au long de l'émission. N'hésitez pas, si vous avez des questions, si vous avez des réflexions, si vous avez des choses à dire, c'est le moment. Vous pouvez nous envoyer aussi des émotes et surtout, si vous avez envie, vous abonner à cette chaîne, suivre la chaîne, voilà. Et du coup, je pense qu'on va y aller et je vais laisser la parole à Maëlle pour nous parler un petit peu d'Hélène Bidard. Tout à fait, je vais dire quelques mots pour vous présenter un petit peu pour le chat, pour les gens qui nous regardent, qui vous connaissent peut-être pas. Alors, Hélène Bidard, vous avez 40 ans, vous êtes engagée au Parti communiste quand vous étiez étudiante. Exact. Vous êtes conseillère de Paris depuis 2008. Vous êtes désormais adjointe à la mairie de Paris. Vous êtes chargée de l'égalité homme-femme, de la jeunesse et de l'éducation populaire. Égalité femmes-hommes. Égalité femmes-hommes. Les femmes d'abord, Maëlle. Pardon, j'ai dit homme-femme, effectivement. Sinon, j'ai ça écrit tire femme les droits vers le bas. J'ai improvisé et j'ai dit homme-femme. Je ne sais pas pourquoi. Bref. Vous êtes par ailleurs engagée contre les violences sexistes et sexuelles, notamment à l'association élue contre les violences faites aux femmes, dont vous avez été présidente jusqu'à très récemment. Voilà. Et aujourd'hui, vous soutenez la candidature de Fabien Roussel à l'élection présidentielle. Un candidat qui, selon vos propres mots, porte une révolution féministe. Ouais. C'est ce que vous avez dit à un meeting. Les mots de notre programme. Tout à fait. Mais voilà, vous avez prononcé ces mots justement à un meeting en amont du 8 mars à Bordeaux. Si exact, à Mérignac. À Mérignac, pour être précise. Voilà. Alors, c'est quoi ? Expliquez-nous, c'est quoi la révolution féministe selon Fabien Roussel ? Alors, l'idée, en fait, c'est que on a la chance de vivre un moment incroyable, un moment vraiment historique depuis MeToo. Moi, j'étais militante féministe avant. Et d'ailleurs, j'étais élue à Paris en charge de l'égalité femmes-hommes avant. Et je peux vous dire que je vois l'énorme mouvement social, parce que je préfère vraiment le qualifier comme ça, de MeToo, son caractère international, et à quel point ça ouvre des portes, ça pousse vraiment pour les droits des femmes dans la société. Et l'idée, c'est de mener à bien ce mouvement social, de l'accompagner, de faire des réformes tellement profondes qui bousculent tellement la société qu'on parle de révolution féministe. D'accord. Et justement, on va aborder certains de ces points avec vous, justement, sur cette grande réforme féministe, cette révolution féministe. Je voulais, par exemple, parler des violences faites aux femmes, vu qu'on parlait de MeToo. Donc, c'est un pan non négligeable du programme. Je vais reprendre ce qu'a dit Fabien Roussel. Fabien Roussel qui disait « Ce n'est pas aux femmes victimes de violences conjugales de partir, c'est aux conjoints de partir. » Du coup, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on donne plus de moyens aux mesures d'éloignement, plus de moyens à la justice. Voilà, comment ça va se traduire justement ? Parce qu'on parle beaucoup, notamment des places d'hébergement. Mais là, justement, vous dites un peu autre chose finalement. Déjà, c'est la loi. La loi, c'est le conjoint violent qui part.
Or, on se retrouve aujourd'hui avec une loi qui est finalement peu appliquée pour diverses raisons. Mais notamment parce qu'il n'y a pas de place de logement et d'hébergement. C'est beaucoup la question du logement qui fait que c'est compliqué. Et puis, il faut que les femmes aient le choix, évidemment. Et en fait, très souvent, les femmes ont vécu tellement de violence dans leur logement qu'elles souhaitent partir de ce logement et ne pas être retrouvées par le conjoint violent. Donc, il faut qu'elles puissent avoir le choix. Mais la loi, c'est que c'est l'homme violent qui doit partir, c'est lui qui doit être pénalisé, et notamment pour les femmes qui ont des enfants, permettre aux enfants de pouvoir rester dans les écoles, dans les crèches, là où ils sont scolarisés. Nous, on souhaite vraiment développer les moyens à ce sujet. D'ailleurs, on reprend la proposition du milliard Oui, pour les femmes victimes de violences, qui est une proposition du CESE, de la Fondation des femmes, du Haut Conseil à l'égalité. Une proposition que plusieurs autres candidats Plusieurs autres, proposé. avec un petit mélange, puisqu'il ne faut pas confondre, ce n'est pas une proposition pour la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, mais bien une proposition d'1 milliard pour les violences conjugales. pour ce Et seul après, pan, il faut et d'autres ensuite- moyens encore pour les violences sexistes et sexuelles, là, qui sont encore plus compliqués à chiffrer parce que c'est partout dans tous les milieux qu'il faut combattre les violences sexistes et sexuelles. Mais l'idée, c'est vraiment, on doit mettre tous nos dispositifs autour des femmes victimes de violences, les accompagner dans leur choix. Et encore une fois, c'est pas aux hommes à rester dans l'appartement. Ouais. Vous parlez aussi de l'accueil des victimes en termes de soins et de prise en charge de ces soins notamment. C'est très important. Aujourd'hui, on est à un gros déficit d'accueil par le soin physique, où nous, on pousse pour qu'il y ait un questionnement systématique, c'est-à-dire former l'ensemble des professionnels de santé au questionnement sur les violences faites aux femmes. Très souvent, les femmes, elles vont aller à l'hôpital pour un bras cassé, 2 mois après pour des problèmes dentaires, D'accord, des donc problèmes, repérer etc. peut-être, Si on favoriser ça. repère, on fait des économies énormes pour l'ensemble de la chaîne du soin et puis surtout pour les femmes qui, voilà, si on leur pose pas la question, évidemment, elles ne vont pas vous répondre. Donc c'est très important. Je veux insister sur l'aspect prise en charge psy, qui aujourd'hui est complètement sous-doté, assez catastrophique. On n'est pas en capacité aujourd'hui de répondre à cette prise en charge en psychotrauma. Et nous disons qu'il faut une prise en charge en psychotrauma avec des psys formés sur le psychotrauma et sur les violences faites aux femmes. Et il y a besoin d'énormément de moyens. Je vous donne juste, je parle là plutôt de violences sexistes et sexuelles, mais pour les enfants qui sont victimes de violences sexistes et sexuelles, on sait, parce qu'il y a eu un rapport à l'Assemblée sur les jeunes et le Covid, qui a été un rapport de Marie-Georges Buffet, et on sait le chiffre en France. En France, il y a 650 pédopsies pour toute la France. On sait Ce qui est peu dans un pays de 60 millions, Ah, plus de 65 millions d'habitants. c'est complètement dingue. C'est-à-dire que, très honnêtement, on est tombé des nues sur le fait qu'il y ait autant de désert médical sur cet aspect prise en charge psychiatrique. Si on prend les 165 000 mineurs victimes de violences sexistes et sexuelles par an et qu'on regarde avec les 650 pédopsies, ça veut dire que chaque pédopsie doit prendre 254 enfants en plus chaque année pour les accompagner vers de la reconstruction. Vous imaginez, c'est catastrophique. Donc, qu'est-ce que vous proposez, il y a un vrai du coup désert. Alors, sur les pédopsies, on propose de multiplier par 10 tout de D'accord. suite le nombre de pédopsies. Et en urgence, il faut former au psychotrauma des psys. Et au-delà de ça, il faut vraiment travailler sur la prise en charge dans le soin. Donc là, ça rejoint toutes nos mesures sur la santé, la PHP, l'hôpital, et On y notamment reviendra, avoir... Ouais, on a des questions sur l'hôpital. Une Ouais, question, ouais, on va y d'accord. revenir justement. D'un point de vue aussi concernant le programme féministe de Fabien Roussel, et cette volonté d'atteindre l'égalité salariale dans la fonction publique, dans les entreprises, vous voulez appliquer la méthode Claire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est la méthode Claire? J'adore cette méthode, qui est une méthode très intéressante. D'abord, Expliquez-nous. Claire comme Julien Clerc, hein, Tout à pour fait. ceux qui se posent la question. c'est ça. Mais il s'appelle pas Julien. Cette personne est bien vivante. Hein. C'est un camarade de la CGT qui a beaucoup travaillé sur les discriminations à la base salariale faites aux syndicalistes. Mais il se trouve qu'il y a des procès d'ailleurs en cours et je vais vous expliquer. D'abord, on propose, nous, l'égalité salariale tout de suite. C'est-à-dire qu'il y a 14 lois en France. Il n'y a aucune raison que l'égalité salariale ne soit pas appliquée, si ce n'est le fait qu'on a fait des lois sans les rendre obligatoires. Donc nous, on dit... En mettant des amendes aux entreprises qui ne On dit- respectent pas, quoi. Vous avez 6 mois pour la fonction publique pour vous y mettre, 1 an pour les entreprises. Ouais. Si ce n'est pas le cas, on ira au-delà des amendes. On nommera des administrateurs judiciaires qui réaliseront l'égalité salariale dans les entreprises de fait.
Qui à la vont place des patrons. augmenter ou baisser les salaires des gens. Exactement. À la D'accord. place des ressources humaines, à la place des patrons, l'administrateur judiciaire le fera. On a eu cette idée justement parce qu'il y a un procès important qui est une action de groupe. Vous savez qu'en France, maintenant, on a le droit aux actions de groupe et qui est une action de groupe qui a été faite par des syndicats et des avocats très intéressants, justement pour appliquer la méthode Claire à l'égalité salariale et professionnelle. L'idée, c'est que vous prenez un homme et une femme qui rentrent avec le même niveau de diplôme dans une entreprise et puis vous regardez 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans, la promotion, non seulement le salaire, mais aussi la promotion et l'évolution professionnelle. Et là, on se rend compte que les égalités professionnelles, elles sont profondes. Et donc, la méthode Claire, c'est on prend les 2 personnes rentrées au même moment et on les met au même salaire, au même grade, au même niveau. Ça, on le fait aujourd'hui. On espère gagner un procès pour obliger une grande banque à réaliser l'égalité professionnelle et donc à rattraper les inégalités. D'accord. Nous, on dit, faisons-le tout de suite dans toutes les entreprises. On rend chaque année, au moment des bilans sociaux, obligatoire de lire les bilans sociaux à l'aune de la méthode Claire. Donc ça promet l'égalité salariale sous 6 mois. Voilà. C'est ce qui est dans le Et programme. professionnel. Et professionnel. C'est-à-dire qu'en plus de l'égalité salariale, sur vous seulement, ayez la même évolution de carrière. Il n'y ait pas plus Mm. de promotion d'hommes que de femmes, parce que c'est ça le secret des hommes. C'est qu'en C'est plus qu'ils de se l'inégalité promeuvent salariale- entre eux. Oui. Exactement. Et donc l'idée, c'est d'arriver aussi à lutter contre les inégalités professionnelles en arrivant à promouvoir autant les femmes que les hommes. D'accord. Très bien. Et je voulais aussi aborder un autre sujet lié aux droits des femmes. Vous parlez dans le programme de Fabien Roussel de l'abolition de la prostitution. Voilà. Donc Alors, concrètement, C'est un courant idéologique. Voilà. Mais, d'un point de vue idéologique, effectivement, on est sur un positionnement assez ferme. Concrètement, on fait comment, sachant que la prostitution, sans vouloir rentrer dans le vieil adage, plus vieux métier du monde, etc., comment on fait justement pour abolir un fait social, sachant qu'il y a déjà des lois en place dont les effets sont pas forcément, sont contestés par des associations aussi. Voilà, comment on fait? Contesté par certaines associations qui sont des associations essentiellement qui accompagnent des personnes prostituées sur les questions de santé. Mais par contre, il y a les associations qui, elles, accompagnent les personnes prostituées dans notamment les parcours de sortie. Il y a pas mal d'associations qui, elles, sont pas sur les réseaux sociaux. Hein. J'étais avec l'une d'elles là, juste avant d'ailleurs, et qui accompagnent au quotidien des personnes en situation de prostitution. D'abord, c'est une situation dramatique. Vraiment dramatique. On a énormément de personnes victimes de traite des êtres humains, avec des personnes qui partent de leur pays, qui fuient la guerre, qui très souvent subissent des viols sur les parcours, mais qui subissent aussi des viols ensuite en France. Et donc, il s'agit d'accompagner ces personnes victimes et d'arriver à leur proposer la sortie de la prostitution. C'est extrêmement long. C'est un travail de long terme et qui se fait au plus près des personnes, toujours à leur écoute. Et nous, on tient beaucoup à ça. Moi, je ne suis pas du tout résignée là-dessus. Je pense au contraire que c'est l'avenir et que, évidemment, en tant que communistes, nous sommes contre la marchandisation des corps humains, que ce soit pour la GPA, que ce soit pour le porno, ou que ce soit pour la prostitution. On est contre cette marchandisation, on est contre le fait de tarifer. Et pour nous, le fait de soumettre à un tarif, à un prix, de donner un prix à un acte sexuel, c'est une manière de conditionner aussi des personnes. Et c'est tout autant une emprise que d'autres types d'emprises. L'emprise économique, on tient à la reconnaître tout autant. Est-ce que justement la lutte contre la traite d'êtres humains peut pas cohabiter aussi avec une forme de régularisation des personnes qui exercent le travail du sexe de manière totalement libre et consentie? Ça peut pas cohabiter pour vous. On est sur une position Moi, je pense que idéologique. les politiques publiques, on s'occupe des 99%. C'est ça. Et les 1%, tant pis pour eux. Par exemple, les 1% qui étaient aussi impliqués. J'ai parlé des victimes de traite, mais il y a aussi énormément de mineurs. Et là, c'est un phénomène majeur aujourd'hui sur les mineurs qui sont en situation de prostitution, avec justement une musique où on leur dit mais c'est un travail, mais on va régulariser, mais c'est normal dans la société de vendre sa sexualité, de vendre son corps. Or, en fait, ces réseaux, les réseaux qui organisent la prostitution des mineurs, nous, malheureusement, on sait que c'est beaucoup justement, on parle de recrutement. On parle de traite d'êtres humains, justement, qu'on parle de prostitution des mineurs.
Pas forcément, mais nous, ce qu'on voit, c'est que les réseaux s'organisent avec des proxénètes autour des foyers d'aide sociale à l'enfance. Et on voit bien, en fait, comment il y a une idéologie très forte de pouvoir, et qui n'a rien à voir avec la sexualité, mais de pouvoir, d'actes de barbarie, d'atrocités qui sont commises au nom de « j'ai le droit puisque je paye ». Et donc, c'est très important de sortir de cette logique marchand qui profite en fait de situations dramatiques. Là, vous avez peut-être vu Oser le féminisme, qui a montré comment sur les moteurs de recherche de pornographie, aujourd'hui, c'est ukrainienne le premier terme tapé. Parce qu'en fait, quand des femmes sont en situation de vulnérabilité, c'est là que se loge le pire du patriarcat, en l'occurrence le fait d'acheter le corps de l'autre et sa sexualité. Mais du coup, pour revenir juste sur la question initiale qui était comment en pratique on fait, vous parlez de suivi avec les associations, mais est-ce que vous avez d'autres La première chose, c'est mesures que la régularisation des personnes en situation de prostitution, c'est central. Et ça, c'est dans la loi de 2016. Il y a 2 ans de régularisation. Alors des contrats, des titres de séjour de 6 mois renouvelables. Et donc la régularisation, c'est central. Parce que régulariser les personnes et leur donner l'accès au fait de pouvoir travailler, c'est vraiment la centralité en fait de permettre aux personnes de pouvoir avoir un salaire, de pouvoir vivre dignement avec ce salaire. Et donc la régularisation, c'est central. Et pour moi, c'est la priorité la plus importante. Ouais. Il y a d'autres mesures, parce qu'en fait, il y a des gens du chat du coup qui se posent des questions. Réactions peut-être. Ouais, on a plusieurs réactions. Camille. Oui, alors on a des petites questions du chat qui est visiblement très très intéressé par le sujet actuel. On a une première question, voilà, au sujet des TDS. C'est en parlant de féminisme, comment s'inscrit Roussel face au travail du sexe? Vous êtes un peu en train d'y répondre, mais en résumant un petit peu tout ça, pour répondre à Rémi qui se pose la question. Donc on est pleinement abolitionniste. On est pour sortir la sexualité et le corps humain de la marchandisation. Encore une fois, on parle de prostitution, mais on parle aussi de GPA et on parle aussi de pornographie, qui est un sujet très important aussi. Et on voit de plus en plus le lien entre l'exposition, et notamment des mineurs très tôt, de plus en plus à une pornographie extrêmement violente. Là, il y a un procès qui va se dérouler où d'ailleurs les personnes mises en cause sont d'ores et déjà en prison en préventive, mais on parle d'actes de barbarie, d'actes de violence sur des personnes qui pensaient faire de la pornographie. Et donc on voit bien le lien, le continuum des violences faites aux femmes au travers de ça, des personnes qui sont victimes de viols, d'inceste, exposées à de la pornographie et ensuite exposées à de la prostitution, et des personnes qui sont vraiment dans des situations sanitaires et sociales très difficiles. Est-ce qu'on a d'autres questions peut-être, Camille? Ouais, on en a 3, je crois. Tout à fait, une question qui est exactement dans le sujet. O qui se demande, pensez-vous qu'on puisse éduquer les clients au lieu de les condamner et parler à des mineurs de manière pertinente sans stigmatiser la prostitution pour prévenir réellement le fait qu'elles se prostituent? Et prévoyez-vous aussi de mettre un revenu de base pour cela? Mais bien sûr qu'il faut éduquer. C'est un des 4 piliers de la loi de 2016, l'éducation. Et je dois dire que ce pilier, à ma connaissance, n'a jamais été mis en œuvre avec aucun moyen. C'est bien ce qu'il me semble. Mais je vous le dis, dans les 4 piliers de la loi de 2016, il y a l'éducation au consentement, à l'égalité femmes-hommes. C'est encore un angle mort dans les programmes scolaires actuellement. Totalement. L'éducation nationale a aussi l'obligation, dans son code d'éducation nationale, de faire ces 3 séances par an sur ça. Oui. Nous, ce qu'on porte, c'est qu'en plus de l'éducation à la sexualité, il faut aussi parler de l'éducation au consentement et au respect de son corps. On n'aliène pas son corps, on ne vend pas son corps et du corps de l'autre. On n'achète pas le corps de l'autre. Mais bien évidemment, il faut énormément de pédagogie pour ça et il faut en parler avec tout le monde. Après, c'est vrai que c'est un débat, je pense, sur lequel on pourrait faire toute l'émission, mais il y a vraiment cette question sur le corps. Effectivement, il y a, les personnes des associations disent on ne vend pas notre corps, on vend notre force de travail, tout comme un ouvrier vend sa force de travail et ne vend pas son corps. Mais voilà, c'est vrai que c'est en tout cas dans le féminisme, c'est un vrai questionnement, c'est un vrai débat. Et je pense que... En effet, on peut faire une émission entière sur ça. Tout à fait. Vraiment, ça passionne. Camille, c'est bon? Est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce qu'on peut continuer?
Continuez sur le sujet, parce que c'est vrai que ça peut durer extrêmement longtemps là-dessus. Le chat, n'hésitez quand même pas à poser vos questions, on prendra les plus pertinentes, sans problème. Ok, alors justement, on va continuer sur le féminisme, on va parler un peu plus de théorie, parce que là on a beaucoup parlé pratique et mesures du programme. Vous, Hélène Bidard, en termes de théorie féministe, vous vous sentez comment par rapport au féminisme intersectionnel? Je vais juste faire un petit rappel sur qu'est-ce que c'est le féminisme intersectionnel. Donc c'est une théorie selon laquelle il existe plusieurs oppressions simultanées qui viennent s'ajouter à celle du patriarcat, donc à l'oppression sexiste, comme par exemple une oppression autour de la classe sociale, de la religion, de la couleur de la peau, du handicap et l'orientation sexuelle. Et c'est vraiment cette théorie sur laquelle, par exemple, en tant que femme handicapée, vous êtes à la fois victime de sexisme et de validisme. Et nous, ça nous intéressait d'en parler avec vous parce que dans le programme, il est surtout question de féminisme universaliste. On voulait savoir comment ça s'articulait. Moi, je n'oppose pas les deux, déjà. Et je vais vous rajouter une troisième notion, si on parle de théorie. Moi, je me définis plus comme féministe lutte des classes. Donc la classe comme... Voilà, par là. Alors, je vous refais tout. L'idée, c'est que l'intersectionnalité, c'est évidemment une notion sur laquelle on travaille et évidemment, vous la connaissez, race, genre, classe, classe d'ailleurs. Orientation sexuelle. Voilà, évidemment, l'idée que les discriminations se cumulent, évidemment, est une notion sur laquelle on travaille. Après, nous, ce qu'on souhaite, c'est porter, en partant de ce travail-là, porter des propositions universelles pour toutes les femmes. Pourquoi je dis, moi je me situe comme féministe lutte des classes, c'est que nous, notre attention en tant que communistes, c'est renouveler notre attention particulièrement aux femmes des quartiers populaires, aux femmes des quartiers populaires, des classes populaires, pour être plus précise. L'idée, c'est que toutes les femmes, quelle que soit leur couleur de peau, leur origine, leur orientation sexuelle, toutes les femmes peuvent être touchées par l'endométriose. Et j'en profite, puisque c'est la journée mondiale de l'endométriose. Nous, on porte des propositions universalistes, pour toutes les femmes, pour sortir de la médecine androcentrée, qui ne veut pas voir la différence entre le corps des hommes et le corps des femmes, et qui, du coup, fait que les femmes, aujourd'hui, mettent entre 7 et 9 ans à avoir un diagnostic posé quand elles sont victimes d'endométriose. Donc, vous voyez, on part de l'intersectionnalité pour mieux comprendre la société, mais pour avoir des propositions universelles qui vont parler à toutes les femmes. Ça, c'est pour la différence universalisme-intersexuel, comment on situe les choses. Mais c'est vrai que nous, ça nous intéresse particulièrement de porter des propositions qui vont aider les femmes des catégories populaires, notamment sur l'égalité salariale et sur l'égalité professionnelle. Je vous avoue que oui, il y a un plafond de verre et que oui, il faut des femmes dans les grandes entreprises, au niveau des comités de gestion et des CAC 40, etc. D'accord. En attendant, le ruissellement pour les droits des femmes, on l'a jamais vu. Et donc, à ça, on propose le ruissellement, d'ailleurs, pour faire un petit un petit clin d'œil à mon candidat. Mais nous, l'idée, c'est vraiment plutôt de porter des propositions pour aider les femmes à acquérir l'égalité salariale et professionnelle. Mais particulièrement, je pourrais vous parler de la proposition de créer une 4e fonction publique, que nous appelons la fonction publique du lien. L'idée, c'est que toutes les femmes qui travaillent auprès des enfants, auprès des personnes âgées, auprès des personnes en situation de handicap, qui sont payées sans statut, qui n'ont pas de reconnaissance, qui n'ont pas le droit au congé, qui sont sous-payées, qui sont toujours en difficulté financière. Nous, on veut créer une fonction publique qui leur permette d'avoir un statut de fonctionnaire, une protection sociale, un salaire plus élevé, qui leur permette leur reconnaissance. Et ça, pour nous, c'est vraiment une proposition féministe, lutte des classes. Mais c'est marrant que vous opposez du coup, parce que moi c'est ça qui m'a interpellée. C'est en fait, j'avais aussi envie de rappeler que du coup Fabien Roussel avait fait une interview où on l'avait justement questionné sur ça, et je pense que c'est intéressant pour les personnes féministes qui pourraient avoir envie de voter pour le candidat. Quand on lui a posé la question, il a dit j'en ai saisi les contours et je regrette que ce courant range dans des cases des personnes qui subissent des discriminations en fonction de leur couleur de peau, de leur religion, de leur genre. Le courant intersectionnel divise les femmes et nous divise. Et je pense que est-ce qu'il y a une incompréhension? Parce que là, d'après ce que vous dites, vous y réfléchissez quand même. En fait, ce qu'il veut dire, c'est qu'il y a la notion intersectionnelle que l'on partage. Parce que lui, il n'a pas l'air de la partager, là. Si, il la partage. Ce dont il parle, c'est des courants qui utilisent la notion d'intersectionnalité pour diviser.
Et c'est qui c'est courant. Et donc là, c'est beaucoup plus compliqué. Moi, je veux pas. Je fais toujours très attention à ne jamais lancer de cyberharcèlement sur personne. Donc, je ne cite personne, ni association, ni personne. Mais par exemple, quand une association se définit comme intersectionnelle et qu'elle écrit « Je suis une association intersectionnelle qui lutte contre les oppressions de genre, de race et ils enlèvent classe pour mettre religion ». Ça, pour moi, c'est un dévoiement de la notion d'intersectionnalité. Ça n'empêche pas qu'on peut lutter contre les discriminations que subissent les personnes qui croient dans telle ou telle religion. Mais la dévoyer pour l'utiliser et en fait faire des propositions qui vont amener à du communautarisme, ça, on s'y oppose. Et nous, on tient à rassembler l'ensemble des féministes. Et à lutter contre ces divisions. Qu'est-ce que vous entendez justement par communautarisme ? Parce que c'est vrai que, moi personnellement, c'est toujours un terme qui m'a laissé un peu songeuse parce que, alors peut-être que je me trompe, mais moi je le vois vraiment comme quand des personnes racisées ou des personnes qui pratiquent une religion se discutent entre elles et essayent de trouver des moyens d'action politique, c'est communautariste. Quand par contre, c'est des personnes blanches au CAC 40 qui se réunissent entre elles pour trouver des moyens d'action. Là, ça va, c'est pas communautariste. L'organisation. C'est toujours ça qui m'a un peu posé problème. D'accord. Moi, par exemple, je fais souvent le lien. J'ai toujours vu que la non-mixité féminine posait question, mais que la non-mixité masculine ça dérange ne posait personne. Jamais question nulle part. Moi, j'ai un peu la même position par rapport au communautarisme. J'ai du mal à comprendre ce que ça recouvre en fait. Alors, ce c'est terme, vraiment ce que je vous disais tout à l'heure. L'idée, c'est que pour nous, les propositions en termes de politique publique, c'est-à-dire que les propositions, les associations, les mouvements s'organisent comme ils le souhaitent et comme ils sont le plus efficaces en réalité. Et souvent, comme on en a besoin. On a besoin de temps en non-mixité quand on lutte contre les violences faites aux femmes. Oui, on n'a pas besoin d'un mec qui vient nous dire tu portais une mini-jupe, par exemple. Oui. Clairement, les hébergements d'urgence qu'on cherche à ouvrir pour les femmes victimes de violences sont non mixtes. Et on refuse d'ailleurs. Donc c'est du communautarisme Pas du tout, mais pas du tout. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. L'idée après, c'est que par contre, dans les propositions de politique publique, je vous ai pris tout à l'heure la question de la santé, la question de l'égalité salariale, la question de l'égalité professionnelle, que ces propositions de politique publique, par contre, qui sont portées par l'État, elles ont vocation à être universalistes et à répondre à toutes les femmes, y compris, on pourrait en parler, mais les personnes trans aussi, à toutes les femmes, quel que soit leur genre, leur sexualité, leur couleur de peau. Donc c'est vraiment en termes de politique publique, on veut répondre par des politiques publiques universalistes. D'accord. On a une petite question dans le chat sur les personnes intersexes, il me semble. Tout à fait. Et rebonjour tout le monde. Alors, on a une question de Project qui demande Madame Bidard, des personnes naissent intersexes, ils ont les deux sexes, masculin et féminin. On les oblige à subir une opération sans leur consentement dans leur enfance. Allez-vous arrêter cette mutilation qui détruit des vies, puisque l'enfant, plus tard, s'identifie transgenre et ne sait plus où se placer, alors qu'il n'est qu'intersexe, aussi appelé troisième sexe? Absolument. Et c'est honteux. Honteux qu'en France, on en soit encore là. Malgré des rappels à la loi, et des condamnations européennes, des associations qui militent aussi. Et je dois dire que tous les élus à qui j'ai pu en parler ont découvert le sujet et sont souvent tombés des nues. Donc il y a vraiment un enjeu de faire connaître l'enjeu des enfants intersexes. Et d'ailleurs, je me rappelle de quelques études que j'avais vues très peu, malheureusement, mais qui étaient sorties, où comme par hasard, les parents choisissaient le sexe masculin plus que le sexe féminin. Donc on voit bien le patriarcat se loger aussi. Puis les parents sont souvent démunis aussi dans cette situation. Des médecins leur disent il faut choisir. L'information est complètement biaisée. Voilà. Exactement. Ok, et bien c'est l'heure de notre moment street press. On va faire une petite pause et ensuite on va accueillir. C'est la fin de la non-mixité. C'est la fin, voilà. Un homme va arriver sur le plateau. Je le dis à chaque fois. La non-mixité reviendra. Ne désespérez pas. Mathieu Mollard va nous rejoindre. Nous sommes de retour. Mathieu Mollard est là, donc le rédacteur en chef de Street Press, qui vient nous parler d'un petit sujet politique ce soir. Tout à fait. Comme le slogan de votre campagne, c'est les jours heureux, on s'est dit qu'on allait parler de cannabis. Ah, voilà. Je devais faire cette blague, c'était obligatoire. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose qu'on regarde une courte vidéo. À la fin, il y a c'est les chiffres qui sont dit à la fin. Vous avez de la fumée partout.
Et donc, voilà, on l'a vu, c'est un clip officiel du gouvernement contre... Qui n'est pas sur les incendies, donc. Qui n'est pas sur les incendies, mais qui est contre l'usage du cannabis. On voit à la fin un certain nombre de chiffres, notamment que 120 millions d'euros ont été investis, qu'il y a eu de nombreuses arrestations, j'ai plus les chiffres en tête. Mais pour quelle efficacité? Alors j'ai noté quelques chiffres sur mon bout de papier. 1,4 million de fumeurs quotidiens en France, 5 millions de personnes diffumées annuellement. C'est des chiffres qui sont en augmentation. 18% des gens qui sont en prison en France aujourd'hui le sont pour des différentes condamnations, mais en lien avec le trafic de stupéfiants. Ça ne marche pas. Est-ce qu'on légalise le cannabis? Alors, oui, aujourd'hui, ça ne marche pas. On va être clair. Pour aller au bout, moi, je ne connaissais pas ce clip. Donc, si même la communication du gouvernement dans lesquels ils investissent tellement ne fonctionne pas, c'est que, franchement, il y a un sujet. Moi, je crois, c'est pas juste ma position. Nous, ce qu'on porte là avec les Jours Heureux, avec Fabien Roussel, c'est d'organiser des grands débats apaisés, tranquillisés sur cette question-là. En fait, la société, elle évolue. À un moment, il va falloir aussi évoluer. Il va aussi falloir que les lois évoluent avec les pratiques. Nous, ce qu'on dit pour l'instant, c'est dépénalisation, puisque de toute évidence, la pénalisation ne fonctionne pas. Dépénalisation, ça ne veut pas dire qu'on dise légalisation. Justement, on pense qu'il faut un débat sur quelles conditions, comment ça se passe. On n'est pas dans ce débat-là, parce que le débat, c'est un peu, mais c'est un peu quand on n'arrive pas à se mettre d'accord, on met un débat et puis comme ça, on en parlera plus tard. Dans ce débat-là, vous défendrez quel point de vue? Moi, aujourd'hui, je défends dépénalisation, c'est certain. La légalisation, il faut en discuter justement sur comment on fait, comment ça s'organise, qu'est-ce qui est exactement légalisé, comment on organise ça. Juste par rapport à ça, il y a quand même un enjeu santé, tout de même. C'est-à-dire que, comme toute addiction, il y a un enjeu santé. Et donc, nous, ce qu'on dit, c'est que les XAPA, c'est-à-dire les centres de soins et d'accompagnement en addictologie, soient démultipliés, puissent accompagner, puissent faire de la prévention. Il y a cet enjeu santé et à notre avis, plus que de le prendre par l'aspect sécurité, voire sécuritaire, il faut le prendre par l'aspect soins, addiction et avoir cette discussion-là. Mais le débat, c'est pas juste botter en touche, c'est que vraiment, je pense il faut arriver à discuter de cette prise en charge soins et addictologie avec toute la population pour avoir une réforme apaisée, tranquillisée, si je puis dire. Le truc, c'est que là, on vit dans un régime de prohibition, comme de nombreux pays dans le monde. Pas tous. La France, avec ce régime-là, a pas moins, même plutôt beaucoup plus de consommateurs que les autres pays. Je crois qu'on est le deuxième pays d'Europe en usagers de cannabis par rapport à la population. Comment... Parce que si on se contente de dépénaliser, finalement, oui, pour les usagers, ça évite... Peut-être faire un rappel pour le chat, c'est quoi la différence entre la dépénalisation Tout à fait. et la légalisation? Légalisation, c'est on y va, on structure le commerce. Un service public du joint. Alors, public ou privé. On peut acheter... Vous voyez qu'il y a débat. Dans un distributeur. Il y a, aux États-Unis, c'est privé. En Espagne, c'est sous forme associative. Il existe plusieurs systèmes. Donc ça, c'est la légalisation du cannabis. Après, la dépénalisation, c'est-à-dire qu'on n'a plus le droit de le vendre, mais on a le droit d'en avoir. Donc c'est un peu une forme d'hypocrisie. Et surtout, à part... Mais faut avouer aussi, il y a ceux qui produisent chez eux en France. Il y a les trafics et les exportations, les importations, etc. Mais il y a aussi il y a de la production aussi en France. Il faut pas dans les jardins. Il faut pas se cacher non plus là-dessus. Dans les baignoires. Donc il faut arriver aussi à départir ce qui relève des trafics. Tout de même, qui malheureusement sont très souvent liés à des grands trafics organisés, de celui qui produit chez lui, celui qui est un petit consommateur de celui qui est franchement addict et qui a besoin d'aide et qui a besoin de soins. Tout ça, il faut arriver à départir les choses. Et mais la légalisation du cannabis ne va pas à l'encontre du fait d'accompagner les usagers qui seraient addicts, qui eux en ont besoin. Je vais prendre la question dans l'autre sens. Quels seraient les arguments qui iraient contre la légalisation? S'il y a débat, c'est qu'il y a aussi des arguments contre.
Oui, mais j'entends bien. Et généralement, les arguments qui sont donnés, c'est justement la question du démantèlement des trafics. Et c'est de donner les moyens au démantèlement des trafics. Mais je pense que cette question, en réalité, avec le temps, elle va se régler tranquillement. Parce que la société évolue, parce que notre génération... Votre génération, ça dépend qui sera au pouvoir, non évolue aussi. Ce que je comprends, c'est qu'en gros, vous êtes pour la légalisation, mais il faut laisser faire le temps. Il faut laisser le temps au temps. En fait, je pense que la société va évoluer vers ça. Mais nous, ce qu'on veut, c'est faire arriver à départir avec les trafiquants. Voilà. Donc, il faut quand même avoir les moyens de travailler dans la lutte contre les trafics. Et puis, il faut arriver à avoir des réformes heureuses, des réformes qui emmènent toute la population avec soi et qui soient apaisées. Et là, franchement, quel meilleur sujet que de porter une réforme apaisée, pas une réforme qui va cliver, pas une réforme où tout le monde va s'engueuler, mais une réforme tranquille, où on prend le temps de la pédagogie, le temps de l'évolution. Et nous, on veut vraiment porter les choses dans cet esprit-là. D'accord. Dans l'idée, vous voulez y arriver, mais faut convaincre. Tranquillement. Ok. Bon. Eh ben, écoute, merci Mathieu. Merci. À tout à l'heure pour le débrief. débrief. Et puis à tout à l'heure, ouais. Maëlle Lecor est de retour avec nous. On va reprendre le cours de notre interview qui a été disrupté par un homme le temps de quelques minutes. Du coup, on parlait de débat apaisé. J'ai envie, moi, de parler Oui, allons-y. Hein. J'ai envie de parler de contrôle aux faciès. Dans le programme, c'est pas apaisé, oui. vous parlez du contrôle aux faciès et vous dites que c'est quelque chose qui doit être combattu par divers moyens. Donc, contrôle aux faciès, qu'est-ce que le PCF propose ? Alors, franchement, ça suffit. On a eu... François Hollande l'avait promis. Enfin, ça suffit de tourner autour du pot avec ça. Tout existe. Ça existe en Espagne, tout peut mettre en place pour lutter contre le contrôle aux faciès. Moi-même, d'ailleurs, j'ai accompagné les associations aux questions prioritaires de constitutionnalité, les QPC, Conseil Constit. Franchement, tout était dans leurs mains. Il faut vraiment lutter contre ce contrôle aux faciès. Peut-être juste, je reviens un petit peu en arrière. On lutte beaucoup contre le harcèlement de rue que subissent les femmes. Et c'est un fait réel contre lequel il faut lutter. Et c'est vrai que les hommes, eux, jeunes hommes, des quartiers populaires, dans leur diversité, subissent ce contrôle aux faciès. Déjà, il faut reconnaître le fait. Il faut remercier les associations qui ont permis de chiffrer les choses, de révéler des violences et des faits inacceptables autour de ça. Moi, je pense beaucoup aussi, on le sait malheureusement, tous les jeunes qui bossent pour Uber, qui sont en vélo, qui subissent aussi le contrôle aux faciès de manière continue. Donc, c'est très simple. Tout existe. Le récépissé, on peut y compris rendre le récépissé utilisé. Est-ce qu'on peut rappeler ce que c'est le récépissé du coup ? L'idée, en fait, c'est que quand vous faites contrôler pour demander votre carte d'identité, vos papiers, pour X raisons, on vous remet un récépissé. De manière à ce que des jeunes qui sont contrôlés une fois, 2 fois, 3 fois, quand ils arrivent toujours au même endroit et sans raison valable, ils puissent prouver qu'ils aient été contrôlés plusieurs fois dans la journée. Parce qu'aujourd'hui, la difficulté, elle est là. On ne prouve pas. Alors, l'État a répondu en disant mais il y a les caméras piétons. Donc, en fait, les caméras, c'est les policiers appuient sur un bouton, déclenchent une caméra quand ils le souhaitent pour filmer le contrôle. Donc c'est pas systématique de toute manière. Non, c'est pas systématique. Aujourd'hui, en fait, ils vont déclencher quand ils le souhaitent. Et si la personne est contrôlée par un policier à un point et une demi-heure après, 20 mètres plus loin par un autre policier à un point B, elle ne peut pas prouver qu'elle a été contrôlée 5-6 fois dans la même journée et qu'elle subit cette situation. Il n'y a aucune raison technique pour ne pas passer au récépissé et permettre ainsi de lutter contre le contrôle faciès. J'ai juste quelques chiffres à rappeler. La France a déjà été condamnée devant la Cour européenne des droits de l'homme pour cette raison. Le défenseur des droits a admis en fait qu'on a 20 fois plus de chances d'être contrôlé si on est perçu comme un homme noir ou arabe dans l'espace public. Alors ma question c'est, ok, récépissé à chaque contrôle. On se dit c'est mis en place. Mais comment ça marche ? Parce que, mettons, je viens avec mes 10 récépissés. Je dis, cette semaine, j'ai été contrôlée 10 fois. Je vais où ? Je vais dans un commissariat ? Qu'est-ce qu'ils vont faire ? C'est quoi la suite ? Il y a aussi une autorité indépendante de contrôle de la police. Vous savez, aujourd'hui, c'est plutôt l'IGPN. Et donc, on propose qu'il y ait une autorité indépendante auquel on pourrait amener les récépissés. Mais
Et qu'est-ce qu'elle ferait, cette Le défenseur autorité? des droits, d'ailleurs, aussi, pourrait se saisir de ça. Et il a rendu déjà, d'ailleurs, des avis. Sauf que ensuite, quand le défenseur des droits a rendu des avis, il n'y a pas eu d'application de ces avis auprès de la police nationale. Il n'y a pas eu de changement. Donc on voit bien qu'il faut une autorité indépendante D'accord. qui puisse sanctionner quand Sanctionner, il y a... du coup, les policiers? Sanctionner les policiers, leur hiérarchie, enfin ceux qui sont responsables de ces dysfonctionnements, parce que c'est des dysfonctionnements. C'est pas normal, c'est un Une IGPN dysfonctionnement. qui n'est pas l'IGPN et qui gère tout qui ça. serait indépendante. D'accord. Voilà. Non, parce que c'est vrai qu'au final, on en parle beaucoup du récépissé. Il y a beaucoup de candidats qui disent oui, vous l'avez dit, François Hollande. Et encore aujourd'hui, on se dit, mais est-ce que c'est pas finalement une mesure... Enfin, on le sait qu'il y a du contrôle au faciès, on parle de ce récépissé, mais il y a des pays où ça existe et ça marche. Mais combien de personnes vont aller en justice, quoi? Est-ce que ça va pas être une minorité? Est-ce que c'est pas des gens... En plus, on dit c'est plutôt des personnes racisées. Qu'il y a un travail de fond à faire pour lutter contre le racisme. Contre les discriminations, ça c'est évident, et dans toutes les professions et dans toutes les fonctions publiques, malheureusement, et dans tous les milieux. Donc il y a un travail de fond à faire. Mais après, il faut aussi sanctionner ceux qui organisent un dysfonctionnement parce que ils vont aller contrôler des personnes sans pouvoir justifier de ce contrôle, si ce n'est un soupçon. Parce que ces personnes sont de différentes origines, de quartiers populaires, etc. Voilà, ça, c'est pas suffisant pour déclencher un contrôle. Il faut que ça puisse s'arrêter. Donc, c'est pour ça qu'on veut une autorité indépendante. D'accord. Et à un moment, c'est sûr qu'il faut aussi, administrativement, prendre des sanctions contre ceux qui font ça. Parce que, du coup, moi, c'est au final, c'est ma question subsidiaire sur la question. On a vu Fabien Roussel quand même défiler avec le syndicat Alliance Police Nationale en 2021. Avec la CGT Police. Et l'ensemble des autres syndicats. C'était quand même un défilé voilà, global, avec Éric Zemmour c'était pas et Bardella. Quoi. Le fait qu'un syndicat soit dans tous les médias et que ce syndicat soit un syndicat... je ne sais pas quel mot assez fort avoir pour dire nos désaccords avec ce qu'ils ont pu porter, et notamment la remise en cause de l'indépendance de la justice et du ministère de la Justice par ce syndicat, c'est inadmissible. Mais il n'est pas le seul syndicat. Il y a d'autres syndicats, il y a d'autres agents de police. Et à un moment, c'était une manifestation dans un cadre particulier avec d'autres syndicats aux côtés desquels on trouve normal de défiler parce que donc c'est pas gênant de se retrouver dans le même défilé qu'Éric Zemmour et les revendications de la police. Il y a d'autres manifestations, on se retrouve à côté de personnes pour lesquelles on ne partage pas. Moi, je sais que j'ai manifesté contre des attentats et il y a des gens avec lesquels on ne partage pas qui sont aussi dans ces manifestations. On ne partage pas les mêmes revendications, on ne partage pas grand-chose en fait, si ce n'est la condamnation de tel ou tel attentat. Mais voilà, c'est après... Sur une manifestation professionnelle, reconnaissez que c'est un petit peu différent quand même qu'une manifestation. Encore une fois, il n'y a pas que ce syndicat, et même si il peut être majoritaire, il n'y a pas que celui-là, et il faut parler à tous ceux qui sont des fonctionnaires de la police, et on veut aussi aider à promouvoir une autre police, une police de proximité, une police qui va sécuriser dans les quartiers populaires, parce que ce qu'il ne faut pas oublier dans tout ça, c'est que les jeunes des quartiers populaires subissent ce contrôle au faciès, c'est indéniable. Il faut aussi se rappeler que l'insécurité, elle est avant tout dans les quartiers populaires et qu'il y a une vraie envie de sécurité dans les quartiers populaires. Moi, il y a des quartiers populaires à Paris où il y a de l'insécurité, mais moi, je viens d'Aubervilliers, j'ai été jusqu'à mes 18 ans, j'ai travaillé à la Courneuve, je connais très bien la Seine-Saint-Denis, je connais aussi le Val-de-Marne. Il y a un besoin de sécurité dans ces quartiers où il n'y a parfois même pas de commissariat dans un certain nombre de villes, qui sont pourtant des villes où il y a beaucoup d'insécurité. Et c'est les gens qui habitent dans les quartiers populaires les premières victimes de l'insécurité. Vous voyez, la plus grande insécurité, elle n'est pas au fin fond du 16e arrondissement. C'est pas vrai, quoi. L'insécurité, elle n'est pas là. Par contre, l'insécurité quotidienne, malheureusement, elle est subie par beaucoup de personnes dans les quartiers populaires. Donc, il faut avoir une autre fonction, une autre manière d'appréhender la sécurité avec la police, avec une police de proximité, et lutter contre les dysfonctionnements comme le contrôle au faciès. Ok, d'accord.
Take it away. Non, j'écoute, j'essaye de comprendre le point de vue. J'écoute. On voulait revenir aussi avec vous sur certaines mesures en direction des jeunes, notamment ce revenu étudiant que vous proposez. Universel. Ce revenu universel étudiant que vous proposez pour tous les étudiants. L'idée, c'est que qu'il soit possible de faire des études sans être obligé de bosser à côté. Exactement. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus justement sur ce revenu le salariat universel étudiant est la première cause d'échec dans les études. C'est clair, c'est dans toutes les études. L'idée, c'est d'avoir un revenu de 850 € mensuels minimum. 850 € pour ceux... D'accord, donc c'est un premier palier. Oui, exactement. Après, évidemment, il faut développer les aides du Crous. Il faut revoir les aides à la hausse pour les plus précaires. Mais l'idée, c'est quand même que ce revenu soit universel pour permettre aux jeunes qui veulent décohabiter, qui ne veulent plus dépendre de leurs parents aussi, d'avoir cette possibilité-là. Je sens que c'est peut-être ça qui fera question après, mais l'autonomie des jeunes, pour nous, doit être valable pour tous les jeunes, y compris ceux qui veulent être indépendants de leurs parents, quand bien même leurs parents aient des revenus suffisants. Oui, c'est ça. Du coup, c'est universel, c'est même pour les hauts revenus. C'est-à-dire 850 € pour tous les jeunes. D'accord. Et après, pour les jeunes les plus précaires, les plus défavorisés, de pouvoir majorer ces aides financières. Mais l'idée, c'est vraiment de mettre fin au salariat en même temps que ces études, parce que c'est ça le plus pénalisant pour celles et ceux qui font leurs études. Peut-être juste un mot sur les plus précaires. Nous, on pense surtout aux jeunes de l'aide sociale à l'enfance, où on souhaite, et c'est aussi dans le programme, pouvoir les aider. D'abord, mettre fin aux interruptions des contrats jeunes majeurs. C'est-à-dire que là, il y a un vide entre la fin du contrat jeune majeur et l'accès au RSA qui fait que ces jeunes se retrouvent en grande difficulté financière et de fait sont obligés de choisir des études très courtes. Parce que rien n'est fait pour pouvoir leur permettre de pouvoir mener leurs études à bien. Et donc, on veut une extension de ces aides jusqu'aux 25 ans. Et puis, évidemment, des allocations mensuelles d'autonomie pour leur permettre de continuer leurs études aussi. Maëlle, il est 21h. Il est déjà on va continuer un petit peu, mais je pense qu'on va devoir avancer. Avançons, c'est incroyable, je propose que du coup tu parles peut-être de la question de l'hôpital. Ça peut être intéressant. Sûr. Ouais, tout à fait. On voulait revenir sur justement une des mesures qui était évoquée dans le programme par rapport à l'hôpital. Vous parlez de 100 000 emplois créés dans tous les métiers. Infirmière, aide-soignante, auxiliaire de vie, aide à domicile. Justement, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce dernier point ? Oui, mais enfin, on est dans une situation hallucinante. C'est-à-dire que pendant des années, on a vu fermer les hôpitaux, fermer les maternités. Au passage, quand on ferme une maternité, on ferme des centres IVG. On en parle peu, mais c'est de ça dont on parle. Pour se rendre compte, finalement, avec la crise Covid, que ma foi, nous étions fort dépourvus. Qu'en fait, les hôpitaux, ça sert à quelque chose parfois. C'était ça, en fait. C'était pas bête d'avoir ces structures hospitalières partout. Nous, on dit qu'il faut des hôpitaux de proximité à 30 minutes en temps réel. Ça veut dire bouchon compris à 30 minutes de chez tout le monde, y compris dans la ruralité partout. Des hôpitaux, des centres IVG, des maternités qui soient de proximité. Il faut surtout qu'on arrive à sortir les hôpitaux de la logique financière. Vous savez qu'aujourd'hui, depuis plusieurs années, avec Roselyne Bachot, a été mis en place la T2A, la tarification à l'activité. Donc quand un acte n'est pas rentable, on vous pousse à ne plus le faire, sinon on met en difficulté l'économie globale des hôpitaux. Un peu la même logique que la marchandisation des universités, qui fait qu'il faut être rentable et qu'on considère ce qui est utile de ce qui n'est pas utile. On dit qu'il faut sortir totalement de cette logique et qu'il faut embaucher 100 000 personnes, des infirmières, des aides-soignantes, je parlais tout à l'heure des psys, des médecins, en urgence pour permettre cet accès aux soins de proximité. Vous parlez aussi de titulariser tous les contractuels qui font quand même... Oui, des femmes. Encore une fois, pour la plupart, pas que, mais évidemment, c'est malheureusement les métiers féminisés qui se retrouvent les plus précaires, les moins titularisés. Cet accès au statut, il est central. Je parlais tout à l'heure des femmes des catégories populaires, mais il est ô combien central. On parle ensuite d'avoir des retraites
quand vous êtes fonctionnaire, des retraites qui vont être beaucoup plus élevées que quand vous êtes précaire, que vous n'êtes pas titularisé, que vous allez avoir des carrières hachées. Donc c'est très important de titulariser l'ensemble des personnes qui travaillent à l'hôpital. Alors, a priori, les micros grésillent, donc il ne faut pas y toucher. Je ne sais pas si... C'est mieux. Oui, vas-y, je pense que c'est bon. La retraite, justement, avec Fabien Roussel, c'est Déjà, l'âge de départ à la retraite. ah, bon, on n'a pas, nous, on est toujours sur les 60 ans, on ne bouge pas. Voilà, mais en fait, si vous voulez, il y a ce débat-là sur la retraite, il est hallucinant que ça revienne parce que l'enjeu, quand même, c'est de pouvoir vivre heureux retraité. Et de ne pas se retrouver avec des gens qui sont ouvriers, qui sont aides-soignantes. On en parle peu, mais il y a aussi énormément de pénibilité dans les métiers féminisés. Celles qui travaillent dans les crèches sont parties, par exemple, de celles qui subissent le plus les maladies professionnelles. Elles ont les dos cassés, elles ont des problèmes de surdité, etc. Donc il s'agit de partir à la retraite en étant en bonne santé pour pouvoir profiter de sa retraite, de sa vie. Et là-dessus, on a un gros sujet égalité salariale et professionnelle, puisqu'aujourd'hui, les retraites des femmes, c'est 40% de moins que les retraites des hommes. Et donc, en fait, les retraités femmes sont des retraités pauvres. Et donc, on a un très gros enjeu. C'est pour ça que l'égalité salariale et professionnelle est aussi centrale. Est-ce qu'on passerait à la question de la fin ? Hélène Bidard, ça fait quoi de passer 1 heure à parler du programme de Fabien Roussel sans avoir parlé une seule fois de viande? En toute honnêteté, non, on parle plus trop de viande, mais c'est très important. J'ai vu passer un mème encore, les saucisses Roussel sur Twitter aujourd'hui. Quand même régulièrement. L'enjeu de l'alimentation est très important. Vous avez pensé qu'on est obsédé par ça, mais Non, il y a un vrai enjeu de l'alimentation. On a lancé les apéroussels, là. Alors là, on est sur des apéros pour aller convaincre partout qu'il faut aller voter et qu'il faut voter pour les jours heureux et pour Fabien Roussel. Mais très sérieusement, cet enjeu, il est quand même très important. Je sais qu'on s'en amuse et tant mieux parce que nous, on fait une campagne heureuse avec ça. Mais il est important parce que tout le monde ne mange pas à sa faim et tout le monde surtout ne mange pas bien à sa faim. Et c'est ça qui est très important. On veut pas forcément manger plus de viande, mais par contre de la viande de meilleure qualité, produite en France. Et ça, pour nous, c'est très important. C'est important pour la viande comme pour tout le reste, comme pour tout le reste de ce qu'on mange. Très Ok, bien. et Ce bah sera le mot très de la bien. fin, Voilà, la je pense qu'on arrive à la fin. Merci beaucoup Hélène Merci Bidard beaucoup. d'être Beaucoup. venue et d'avoir C'est parlé moi, avec c'était nous. trop bien. Eh ben super, on est contente. Ravi que vous soyez ravis. Du coup, on va faire une petite pause, le temps de mettre en place tout ce qu'il faut pour le débrief, et puis on se retrouve juste après. On est revenu, ne partez pas tout de suite. Rebonsoir tout le monde, c'est l'heure le meilleur moment de la soirée, le moment du débrief. Du coup, Camille, c'est ton premier débrief. Ouais, tout N'aie à pas fait, peur. première émission. Non, Comme dirait Darmanin, tout va bien se passer. T'inquiète pas. Évidemment. Moi, j'ai prévenu les amis, je leur ai dit, moi, la politique, honnêtement, j'y connais approximativement rien. Mais du coup, j'ai appris plein de choses et surtout puis tu votre vas- avis, le voilà, chat. il y a une élection quand même là Le qui chat. arrive. Ah oui, non, mais c'est pour ça qu'on se renseigne, On se on briefe, regarde on se cette émission briefe, pour c'est apprendre plein de choses et on regarde le chat parce qu'il y a eu plein d'avis différents, donc très très cool. Yes. Du coup, on va discuter tout de suite, on va rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette discussion, de cette interview de Hélène Bidard, qui du coup soutient Qui se la lance. candidature de Fabien Roussel? Qui se lance? Je vois là dans les yeux, ça brille. Mathieu? Très sympa, agréable dans très la sympa. conversation, et c'est quelque chose que j'apprécie, et j'ai apprécié la semaine dernière aussi avec Sandrine Rousseau, c'est-à-dire que c'est des gens, qu'on soit d'accord, pas d'accord, on pose une question et dans la plupart des cas on a une réponse, ce qui n'est pas toujours le cas, et c'est des politiques qui font pas trop de langue de bois, qui disent des fois C'est je sais appréciable. pas, qui disent Ça voilà. tourne autour du pot, quoi. Là, ça Voilà. tourne pas. Voilà, là, c'était... Et on le voit parce que les réponses sont pas interminables. Quand on s'est... Au début, c'est vrai. sur les premiers candidats qu'on a fait, certains, on était là, genre, mais faut qu'on arrive à les couper parce qu'ils font des Ouais. tunnels et tout. Elle répond, et puis quand elle a fini, elle s'arrête, et puis elle laisse la Et place puis sur la question t'enchaînes. Ce qui d'après. est incroyable, les amis, pour un Incroyable. politique. Merci pour ça. On dirait pas comme ça, mais oui, des fois c'est rare. Après, on rentrera dans les différents Sur le fond. sujets. Il y a des sujets où je l'ai trouvé bien, des sujets où je n'étais pas d'accord, mais où je comprends ce qu'elle dit, et des sujets où je l'ai trouvé pas très bien. Yes. Maëlle? Pareil, j'ai trouvé hyper agréable. Je me suis fait la réflexion aussi
de voir arriver quelqu'un qui a ses feuilles, qui a ses notes, qui a le programme sous le bras. On aime les et- notes dans cette émission. Voilà. Non, mais Mathilde Panot, c'était un peu c'était la même démarche, quoi. C'est quelqu'un qui arrive avec OK, je connais pas tout, donc je vais venir avec mon dos et puis je vais m'y référer si jamais. Bon, là, elle a pas trop. Je la voyais jeter un petit coup d'œil. Je pense qu'il y avait la manière dont elle a glissé certains sujets, je me dis OK, là ça veut dire que c'était écrit sur ta feuille et que c'était un pense-bête. Donc mais c'est malin en fait, c'est bien d'avoir ces petites notes, la preuve nous on a nos notes aussi, donc c'est très ça légitime. Mais ouais non, je trouve aussi que ouais c'est un moment assez agréable d'échange où on peut la solliciter sur des choses assez précises. Elle a regardé toutes les émissions. Mais en oui, même elle est temps. venue, elle a dit complètement. j'ai bien aimé les émissions que vous avez fait et tout. Ouais, Et ouais. ça, c'est très contente d'être là et qui a fait ses devoirs, qui a vraiment Non, mais par regardé contre, avant attends, quoi. la prochaine fois, si elle nous regarde, on veut la voir dans le chat. Ah oui, 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 oui. Après, C'est je crois on qu'elle peut regarde les l'animer replays dans par le chat. contre. Ah, la mais- semaine prochaine, Il est En temps, live. ça. on aimerait bien qu'elle soit dans le chat. On Carrément, posera ouais. ses questions. Et en plus, ça pourrait être intéressant d'entendre ses questions C'est pour la clair. personne qu'on a la Complètement. semaine prochaine. Franchement, on lui envoie un texto, on lui demande. Carrément. Yes. Ouais, on Ça le marche, fait. on va faire Promis, ça. on lui demandera si elle Carrément. peut Mais venir elle a, dans le du chat. coup, elle a regardé les autres émissions, elle a du coup très hâte de regarder le débrief. Je Elle sais a dit pas. ouais, j'aime bien le Mais débrief. en tout cas, le débrief, voilà, elle sait elle a vu tout le monde Attention. avant, donc elle sait à quoi s'attendre et sur le fait qu'on est très dur, Très sévère. très sévère, très méchant, donc voilà. Camille, Mais, qu'en pense le chat? Le petit point de chat, alors il y a Project qui dit en débrief, je suis d'accord avec le fond du PC, c'est la confiance que je ne porte pas envers eux par rapport à leur passé. Voilà, Intéressant. donc en gros, des avis relativement d'accord, mais la confiance, elle n'est pas encore là. Je pense que... Alors, ce serait intéressant d'en savoir un peu plus. C'est vrai que Qu'est-ce que c'est que le cette PC, ça a c'était développé surtout dans le au début le du passé, XXe siècle avec... Oui, c'est ça. C'est le passé récent ou le vieux passé? Parce que les congés payés, tout ça, c'était quand même un peu grâce à eux, quoi. Et c'est bien. On aime bien. On aime bien aller en vacances. C'est pas le pire du PC, quoi. Je veux dire, c'est cool. Mais oui, enfin, après, c'est pas non plus un gouvernement de pouvoir, en tout cas sur ces 50 dernières années. Bah si, enfin ils sont au gouvernement, Oui, au gouvernement en local. 81 avec Mitterrand. Ils quittent de mémoire en 83, c'est ce qu'on appelait le tournant de la rigueur. C'est quand Mitterrand, au début Mitterrand il arrive, il était dit chaud. quand même, il est chaud. 5e semaine de congé payé, augmentation du SMIC de 10%. Il dit ça à cash dans les premières semaines. Et au bout de 3 ans, il dit l'économie ça marche pas, on va. Ouais. Et, là, Et donc eux, ils se barrent. Et là ils se barrent. Après ils seront au gouvernement de Lionel Jospin plus récemment. Voilà, ils ont gouverné, pas tout seuls, mais ils ont Oui, gouverné. c'est vrai. Ouais, et ils ont dû faire peut-être des concessions qui peuvent expliquer pourquoi certaines personnes Peut-être, leur oui. font plus Oui. confiance. Ok, on a d'autres réactions dans le chat ou... Alors, tout le long, en soi, c'était beaucoup de questions et beaucoup de réflexions sur les TDS. Il y a eu beaucoup de débats là-dessus. Je pense que c'est un sujet qui passionne beaucoup. En tout cas, le probable plus que le cannabis. J'ai bien fait de venir. Hein. Donc, J'ai bien fait je viens toute la soirée, je viens pour une question et tout le monde s'en fout. Mais c'est vrai que tout à l'heure, je regardais le chat quand j'étais éjectée de plateau. Et c'est vrai qu'il y avait ce côté. Tout le monde s'en battait les steaks. Non, mais on parlait des deux de dis donc, elle est Oui. contre le travail du sexe, mais par contre, pour le cannabis, c'est ok. Bon, déjà. Attends, on ne t'entend plus. Ah, on ne m'entend plus. Est-ce que ça marche mieux? Putain, c'est ouf. Est-ce que incroyable? Je suis censurée. On m'a cancel. C'est ça. Cancel C'est à cause de ce que je culture. dis. En attendant que ce soit parlé, Maëlle, t'étais en train de dire, je me permets, qu'effectivement, il y avait cette comparaison dans le chat entre le trafic, en gros, du cannabis et le trafic humain, entre grosses guillemets. En tout cas, c'est ce que vous aviez dit dans le chat. N'hésitez pas à nous dire, par exemple, Louise, tu dis qu'elle a beaucoup tourné autour du pot, même pire, elle l'a carrément évité. N'hésite pas à nous dire à quel sujet, pourquoi tu dis ça. Et Tispo qui dit, comme d'hab avec la politique, tout parti confondu, plein d'idées qui ne seront pas faites, juste des idées. Pourquoi ne pas solidifier, améliorer, que révolutionner la roue? Ah, ça c'est. Bah, là, tu tout parles à des l'honneur, cocos, hein, ils sont pas là Non, pour... et puis c'est l'histoire de la gauche, quoi. C'est est-ce qu'il faut changer le système de l'intérieur et c'est le PS. La gauche réformiste, ouais, PS, ouais, c'est il 2% dans faut- les sondages. Tu Donc casses les tout. gens sont désillusionnés, hein, Ouais. on peut le dire. Moi, puisque je n'ai pas donné mon opinion, en fait, ça m'a frappé pendant le truc, mais je l'ai trouvé très optimiste. Le côté les jours c'est heureux, vrai. nous on est là pour rigoler un petit peu quand même, faire des Les débats, apéroussels. apaiser, les apéroussels. J'étais là genre, mais quel est ce candidat qui parle de genre être sympa, discuter, rigoler, alors qu'en fait on est tous en dep devant vrai. nos ordi. Ouais, euh, c'est vrai que ça, ouais, ça fait un truc. C'est étrange. Hein, Et comme du coup, ça positionnement. j'imagine. Ça change. Ouais, mais puis j'imagine qu'il y a des gens qui ont besoin de ça aussi. Enfin, je veux dire, tout le monde a besoin de En ça. vrai, ce que j'allais Mais dire, c'est moi, j'ai que besoin ça de doit marcher aussi auprès de certaines personnes qui sont, voilà, qui voient les jours heureux en nos jours 2022, heureux quoi. ou les jours heureux, nos jours heureux, Les jours heureux. les jours heureux. Et puis tu sais, des petits jeux de mots, la théorie du roussellement, les apéroussels, t'es Ouais. là genre le petit bonhomme en mousse Ouais. quoi.
Mais ça peut porter préjudice, non? Quand il y a certaines personnes, ils n'ont pas envie de voir ça en politique. C'est Bah, pas de blague, c'est pas... Quand à côté, il y en a qui parlent du grand remplacement, t'es un peu genre toi, t'as tes petits apéroussels Non, et mais des carrément. trucs, Bah, c'est je chaud sais quoi. pas. Ouais. Après, c'est vrai que ça peut faire pas sérieux. Et puis, ça fait un peu, au-delà de faire des blagues, c'est un peu les blagues à tonton. Et, C'est un peu un truc de daron. Hein. et je Bah, disais- Fabien Roussel, quoi. Voilà. Ça, Et il fait j'en daron, quoi. Il discutais, fait blague à daron, quoi. Elle était accompagnée d'une autre élue communiste et j'en discutais. Je disais, c'est un peu les blagues à tonton. Elle me dit, bah, c'est Fabien Roussel. C'est Ouais, un peu putain. les blagues à tonton. Mais aussi, les 2 dernières campagnes, ils étaient derrière Jean-Luc Mélenchon. Ça fait 10 ans qu'ils n'ont pas eu 15 maintenant, puisque bon, des maths, 2 campagnes, ça fait 15 ans. Ou pas, bon, passons. Oui. Longtemps. À quelques années près. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas eu une campagne présidentielle à eux, Oui. sous leur nom. Vraiment Et en fait, incarné, ils ont ouais. un Ouais. vrai plaisir à se dire, bah, c'est notre campagne, on l'amène en tant que parti communiste, on a moins de concessions, de compromis à faire avec un autre mouvement et on peut faire nos blagues, notre ligne, notre truc. Et ils sont heureux et les militants, pour en avoir croisé quelques-uns ces derniers temps, ils sont vraiment très contents de cette campagne. Même s'ils sont autour de 4% dans les sondages. Oui. 3,5% Est-ce que, d'intention de enfin, vote. Fabien Roussel, moi c'est vrai que j'essaie de me rappeler avant la campagne, et j'ai pas l'impression, enfin c'est pas un nom qui Oui, résonnait. il y a un peu un truc de techie quoi. T'es qui? Et puis en fait maintenant, bah, on sait qui c'est, tu vois. Et je me dis, bah il y a un côté un peu révélateur. C'est le mec Et maintenant je saucisses. sais, tu vois. Mais il y a un côté un peu révélation de la campagne de le mec a gagné une crédibilité. Après, on pense ce que Notoriété, crédibilité. Notoriété. Tu vas un peu On pense, loin. non, on pense ce qu'on veut effectivement du programme, et là-dessus on en parle plus tard des propositions, mais effectivement il y a un côté de le mec a gagné une image, le mec a gagné quand même, il a son rond de serviette, hein, pour prendre mon expression favorite. On est en mode, je propose qu'on sorte le plus possible d'expressions de daron. Quand vous voulez, je suis au long du prête. débrief. Mais en tout cas, le mec a gagné voilà, son siège à la table de la présidentielle, et quand même il s'entend, quoi. Il est là. Est-ce que quoi. tu pousserais On pas un l'entend. peu mémé dans les orties Oh non, non, je ne me suis pas, je suis pas allée jusqu'au programme. Je dis juste que médiatiquement parlant, bah il est là. Bah, après, D'ailleurs, on va un Pour- peu parler pour le aussi, meilleur ou pour le pire. on n'est pas encore à la fin du premier tour. On va pas savoir maintenant de quoi il en retourne, mais en tout cas, on peut parler du programme et de ce que Hélène Bidard a souligné, notamment sur la thématique du féminisme. Est-ce que tu veux qu'on lance un petit poll Petit sondage dans le chat, les amis. Tout à fait, sur les questions de féminisme. Quelle note donnez-vous à Hélène 1 Bidard à 5, c'est ça le. Sur 1 0 Enfin, à 5. c'est de 0 à 5. On n'a jamais mis de 0, j'ai remarqué. Ouais. J'ai mis un 1 une fois, je crois. Un 1,5. Bah, quand À c'est qui nul, c'est t'avais nul. mis 1,5? Mais franchement, Ah, on aurait Nathalie dû Arthaud. noter nos trucs. Genre, À Nathalie Arthaud, j'ai mis un Ah, 1,5 sur le ah. féminisme. Alors, si jamais, j'en profite pour lire un message de Shirley qui a dit c'était un plaisir, on revient quand vous voulez dans le chat. Voilà, si jamais. Shirley. Merci, Shirley. Alors, C'est le sondage est en cours dans le chat, les amis. N'hésitez pas bah les oui, on viewers va à tourner, on va répondre. donner nos notes. Ça vote. Allez-y. Tispo qui dit une question politique générale. Pourquoi les partis existent toujours alors que ça catégorise pour des idées et plus logiques? J'ai pas compris, Tispo, Oui. la question. Reprécise ta question. Comme d'habitude, quand tu parles Tispo. On va donner nos notes, c'est bon? Maëlle, elle est en train de mettre des virgules, comme d'habitude. Non, j'ai effacé ma virgule, s'il te plaît. Ouais, ok. Bon, allez, Maëlle. 3, 2, 1, on tourne. Incroyable. C'est la première fois que ça arrive. En 5 émissions, Mon petit en cœur. 15 ou 20 votes, c'est la première fois. On a tous Incroyable. mis 3 sur 5. Qu'est-ce qui se passe? On compte sur vous, le chat, Et pour bah, faire la on même chose, arrête, hein. voilà. La je baffe rentre de Will chez Smith, moi. c'est la saison du bélier, là, on est tous alignés, c'est super. Ok, donc, Maëlle, oui. Pourquoi as-tu mis 3 sur 5? Attends, je reprends les petites questions qu'on avait mis parce que j'ai une mémoire de poisson rouge passé une certaine heure. Déjà, sur la question des violences faites aux femmes, bon, cette révolution féministe, bon. Bon, on y croit moyen. Bon, c'est un joli slogan. Bon, ouais, Ça fait très les couilles sur la table. Ouais, je suis pas très convaincue par ce côté révolution féministe, mais bon, passons. Sur la question des violences faites aux femmes, voilà, depuis le temps qu'on fait ces lives, c'est vrai que là, on a ce milliard pour les femmes victimes de violences conjugales, donc c'est vraiment
la barre haute. J'ai trouvé que il y avait des choses très argumentées, notamment dans les mesures préventives et les mesures d'accompagnement des victimes. Mesures préventives, non, mais mesures d'accompagnement des victimes, où on n'est pas allé juste sur le côté formation des policiers, formation du personnel dans la justice. On a poussé jusqu'au personnel de santé, qui est un discours que moi j'ai pas entendu dans beaucoup de programmes, donc je trouve ça très intéressant. J'ai découvert la méthode Claire, comme Julien, et j'avoue que j'ai trouvé ça intéressant après avoir dans la pratique si c'est clairement quelque chose, mais en tout cas voilà, ça va plus loin que le simple système d'amende, qui est de ok, vous avez pas voulu aller dans les 6 mois ou les 1 an, voilà, il va y avoir un administrateur qui va s'en occuper en interne. Donc bon, pourquoi pas, allons-y, tu vois. Bon, après, il y a cette question de l'abolition de la prostitution, mais on en a parlé dans la préparation. Est-ce qu'on allait sur ce sujet-là ? Parce qu'elle se fait régulièrement interpeller sur cette question. Exactement, parce qu'en tant qu'élue à Paris, effectivement, c'est un dossier sur lequel elle a été de nombreuses fois interpellée. Voilà, il y a quand même des accrochages avec certaines associations, notamment ACT UP. Voilà, donc c'est quand même un sujet assez tendu à ce niveau-là. Et il y avait cette hésitation, est-ce qu'on en parle, est-ce qu'on n'en parle pas ? Après, effectivement, on est tombé sur le programme de Fabien Roussel où il est inscrit « Abolition de la prostitution ». Je trouve ça tellement gros que on est obligé de poser la question de abolition de la prostitution. Et c'est vrai que c'est intéressant parce que du coup, et ça je pense qu'elle l'a fait dans plusieurs questions, comme pas tourner autour du pot, mais en gros ne pas répondre à la question centrale frontalement, mais plutôt dire mais oui, mais écoutez, ma réflexion elle se fait par rapport à l'abolition. Elle nous a parlé de la traite, enfin voilà. Oui, de la régularisation des personnes victimes de traite, mais quand etc. t'as dit et le 1% qui en fait veut exercer on ce s'occupe métier, des 99%. Et le 1%, bien sûr voir quoi. Oui, alors que le 1% a été impacté par la crise du Covid et ça, voilà, on n'y répond pas en fait. C'est-à-dire que c'est des personnes qui ne reçoivent pas d'aide parce qu'elles sont considérées comme ne pas travaillant. Alors qu'en fait, si elles exercent une activité. Donc à partir de là, que fait-on ? Donc voilà, c'est encore sur un positionnement idéologique vis-à-vis du travail du sexe, qui en plus souvent récuse cette appellation de travail du sexe, mais bref. Donc voilà, on est encore sur une position très idéologique, très morale aussi. Oui. Comme si on devait forcément opposer les victimes de traite et les personnes travailleuses du sexe. On l'a pas dit parce que du coup, c'est pas elle qui a tenu ses propos, mais Fabien Roussel a quand même dit, quand on l'a questionné sur justement cette problématique, que les jeunes d'aujourd'hui savaient pas ce que c'était l'amour, ils regardaient trop de porno. On est sur une position morale, quoi. Roussel, quoi. Mais c'est dramatique en plus, c'est vraiment genre les jeunes d'aujourd'hui, on dirait que tous les jeunes... on dirait que la prostitution est née en 2020. Oui, et puis en plus que la prostitution est totalement banalisée chez les jeunes. Et vraiment, on sort des trucs très alarmistes qui... Bon. Après, ce qui est intéressant, c'est que sur ces sujets-là, il faut savoir que c'est elle, en gros, qui a écrit le programme sur cette partie du programme. C'est elle elle fait partie de la commission en charge de ça et c'est la leader, enfin le visage, la tête de cette commission. Donc c'est vraiment son avis qui est dans le programme de Fabien Roussel aujourd'hui. Sur les travailleuses du sexe, je partage tout ce que vous avez dit, et puis en plus il y a une position un peu... Elle le présente même pas comme un horizon de dire il faudrait aller vers la fin de la prostitution, mais vraiment comme un truc on va arriver au pouvoir, tac, ça va s'arrêter. Non, on arrête tout et... Ouais. Ce qui est un peu un vœu pieux qui n'a pas grand sens. Après, elle a une vraie expertise quand même sur ce sujet, et ça se sent et c'est intéressant. Et j'ai trouvé, à contrario, que sur la question de l'intersectionnalité, elle apportait une nuance dans la réponse par rapport au discours de Fabien Roussel, qui lui était dans... ça divise, c'est pas bien. Machin. Et pour en avoir discuté hors antenne, comme on dit, avec la personne qui l'accompagnait, ils partagent pas trop la déclaration de Fabien Roussel et ils sont assez emmerdés, ils trouvent que c'est un peu une phrase à la con. C'est un truc de daron, quoi. Enfin... Ouais, et que tonton Roussel, il comprend pas bien ce que c'est, les woke. Les wokistes. Non, je caricature un peu, mais ce qu'elles m'ont dit, c'est... voilà, on en a parlé avec lui, c'est quelqu'un à l'écoute, et c'est un sujet sur lequel lui-même évolue, et que... il le dirait sans doute. Mais j'ai trouvé ça aujourd'hui. intéressant comment elle a twisté le truc, de dire je suis consciente des problématiques posées par l'intersectionnalité, mais je veux y répondre par des lois qui s'appliquent à tout le monde et donc qui sont universalistes. On l'avait jamais faite celle-là. Ah oui, tu vois j'étais elle n'est pas smart. Ah ouais. Mais en fait, elle n'est pas. Je crois qu'elle n'est pas. Elle est plutôt intersectionnelle en fait. Oui. Mais du coup, on dirait que c'est pas bien de le dire. Du coup, quand ton candidat a dit c'est de la grosse merde, tu vas pas arriver à dire. Elle est étiquetée comme 100% universaliste, machin. Mais en fait, elle n'est pas tant que ça. Ouais.
Et c'est intéressant, et je trouve que ce débat, enfin cette discussion, si déjà elle apporte de la nuance là-dessus, c'est un progrès quand même. Qu'en pense le chat? Le chat a voté 2 cette question, si jamais. Salé le chat. Ouais, Très salé, pas forcément très, très satisfait. Project a voté 3 et elle a dit j'ai pas adhéré le discours sur les TDS. Voilà. Il y a pas mal de gens dans le chat qui ont cet avis. Sur les TDS, elle veut arrêter leur travail pour la partie contre leur gré, et ce, contre le gré de celles qui aiment leur métier, car oui, ça existe. Ouais, il y a un point qui a été très intéressant, qui a été dit, avec le fait qu'aujourd'hui, les TDS, avec Internet, le travail a évolué. Ouais, c'est plus la même chose qu'avant. Mais à plein de niveaux, pas seulement pour le travail du sexe, de toute manière. Mais oui. Ouais, et que ça n'a pas forcément été pris en compte dans le discours. Ouais. Voilà. Donc je pense que nos notes au final se justifient peut-être par un féminisme quand même, en tout cas aligné sur la ligne de notre ami Fabien Roussel, qui peut-être est un peu, j'allais dire Yannick Jadot, je sais pas pourquoi, bon bref, qui est un peu un féminisme à la papa quoi, tu vois, enfin un peu genre. Mais qui se fait appeler quand même, enfin qui se La présente révolution comme une féministe. révolution féministe. Moi ça me fait rigoler, je vois Fabien Roussel et il me parle de révolution féministe. Enfin, je veux Viens dire, faire la révolution avec moi. oui c'est un daron, tu vois. Genre à quel moment on s'est dit mettons les deux côte à côte et ça va Mais, ça va Maëlle, matcher. tu connais pas vois. cet argument qui est qu'une fois qu'un homme se sera emparé du féminisme, enfin on avancera. Ok, je vous propose qu'on passe à l'antiracisme, sachant qu'on a une question sur laquelle on a passé pas mal de temps sur le contrôle aux faciès. Prochain sondage dans le chat, les modérateurs font le sondage une note sur 5. À vous de voter. Vous nous dites pourquoi et vous avez choisi la note que vous avez choisie. J'adore comment t'es très. À vous de voter ce soir. Ouais, pour ça- le toujours. contrôle aux faciès. Bien sûr. Lumière tamisée. C'est surtout parce que je n'ai plus de voix. Voilà, tout simplement. Finalement, on n'a parlé que de la question des contrôles faciès. C'est Après, là-dessus elle a qu'on un peu parlé quand même aussi des classes populaires, enfin de la lutte des classes, enfin tu vois, des milieux populaires, de l'insécurité. Mais au final, oui, on a beaucoup parlé de ça. L'intersectionnalité, quelque part, tu parles aussi de racisme. Mais c'est vrai qu'elle s'est pas étalée dessus. Et elle a dit beaucoup, je suis une féministe, lutte des classistes. Mais là, on parle du racisme. Oui, là on parle de racisme. Non, mais tu vois, comme beaucoup de gens de gauche qui dit, si on résout la lutte des classes, il n'y aura plus de Le racisme. thème du sondage, c'est C'est exactement antiracisme. antiracisme, China. On y va Yes. 3, 2, 1. Oh putain, Il y a des virgules et tout. Ah ouais, non T'as mis mais quoi Maëlle, des fois, elle te sort des 75. nous, on a hein. Ah c'est parce que t'as commencé, t'as mis quoi, Et là, vous avez tous mis des virgules en plus. Ah ouais, là, c'est chaud. Ouais, au début j'ai pensé être plus ça, je me suis dit allez, non, Donc c'est on part, ardos du, quand on part même. du plus haut Ah, et on va vers le plus bas. Ok. Attends, Ouais, ah ouais, on est vraiment sur oula, rien ne va dur, plus là. Ok, donc je suis la personne racisée et j'ai mis la plus haute. Non, j'ai trouvé, oui, en vrai, j'ai peut-être été un peu généreuse, mais j'ai trouvé que c'était intéressant quand elle a parlé un peu plus loin que qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a ces récépissés et qu'on va à la police. Elle était en mode, bah en fait, on a un truc. On pourra découvrir s'il y a du racisme. On pourra dire, regardez, il y a du racisme, mais après, oui, elle n'est pas allée plus loin. Elle a dit, on aura une Jusque-là, instance. on doute. On aura une instance qui pénalisera, on ne sait comment, mais c'est pas grave d'aller défiler quand même avec les policiers. C'est vrai qu'elle s'est emmêlée un peu les pinceaux. Peut-être que je l'ai noté par rapport au racisme ambiant qui est fermez vos gueules. Qui est peut-être plus soft et Tu un vois. peu plus. Je sais pas, Maëlle. Non, j'ai trouvé. Enfin, ce coup des récépissés, j'ai pas été très convaincue. Et j'ai eu même l'espace d'une seconde ou deux, j'ai senti que même elle était pas hyper convaincue. En mode, ouais, c'est un peu de la J'ai merde. même eu un doute de genre, je sais, mais. Et du coup, bah, je me suis demandé, merde, est-ce qu'en fait, est-ce qu'elle y croyait et que du coup, j'ai eu un petit doute. Donc vraiment, j'ai senti. Enfin, ça part d'une bonne intention, en fait. Enfin, c'est-à-dire qu'elle est pas en train de te dire, mais non, il y a pas de racisme dans la police. Voilà. Je En pense fait, que elle te c'est dit ça, la oui, oui, gradation. il y en a en fait, de ouf. Et elle te dit juste, bon, bah, on propose de faire ça. Et tu dis, bah, c'est peut-être pas génial. Et Ouais, du c'est coup, pas- bah, elle c'est va pas te ressortir un truc du chapeau en mode, ah, bah, en fait, on va faire ça comme ça. Ouais. Donc, bon, mais c'est vrai que le coup des récépissés, enfin, moi, tout à l'heure, j'ai eu l'image d'une carte de fidélité au bout de 10 minutes. Je te jure, j'ai eu cette Une image. pizza Je gratuite me dis, à la et fin. je me suis dit, non, garde ça pour le débrief, tu peux pas lui dire, sinon ça va pas être possible. C'était très très bon. Mais Aussi j'avoue, t'as c'est la garde à carte vue de offerte. fidélité, Quoi. quoi. Ouais, c'est chaud. Non, mais je me suis dit, en fait, à un moment, tu vois, il y a cette Contrôle aux image. faciès, une garde à vue offerte. C'est l'enfer, tu vois, quand ils pensent comme ça. Donc voilà, et du coup, limite, cette blague, je la trouve de très mauvais goût, mais Très très bon. c'est un peu compliqué. Je trouve ce système part d'une bonne intention. Mais y a pas de vrai, voilà, Mais il y a un. Moi, je mets Street un Press point a été et très demi- sévère. Je mets 1,5 point pour reconnaître Qu'il y a eu des qu'il y a violences du racisme dans la police. C'est tout. Derrière, il y a une méconnaissance absolue du sujet et du problème
qui fait que quand on ne sait pas, qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors des débats, c'était sur un oui. autre sujet, où on Des peut débats faire, heureux. on peut dire on va faire une formation où on va dire que c'est interdit. C'est les deux réponses quand on ne sait pas quoi foutre. Et ben en fait, c'est exactement ce qu'elle propose, c'est-à-dire qu'elle dit on va faire des récépissés, comme ça on va pouvoir se rendre compte que de ce qui est, Oui, parce qui existe. qu'elle n'a pas répondu vraiment quand on lui a dit on fait quoi avec les récépissés, quoi. On en fait quoi ? En fait, le principe du récépissé, il sert à une chose concrètement, c'est ce qu'on appelle faire du contentieux. C'est-à-dire que les gens se retrouvent à avoir 1, 2, 3, 5, 10 récépissés, et à partir de ce moment-là, ils font des piles avec les papiers, ils peuvent aller devant un tribunal et dire regardez, je peux démontrer et faire condamner. Et le défenseur des droits dit oh là là, les gens sont discriminés. Alors, et puis après, ça va plus loin. Voilà, le défenseur des droits n'a pas de pouvoir de sanctionner, mais la justice, elle, peut sanctionner. Donc, ils peuvent faire condamner l'État. Mais ça va concerner combien de personnes ? Combien de personnes victimes de contrôle aux faciès dans un quartier populaire, parce que c'est souvent là que ça existe, va aller faire un contentieux devant le tribunal administratif ou au pénal même. Enfin, ça n'a aucun sens. C'est une réponse qui ne prend pas en cause la question du fond de problème. C'est pourquoi la police est raciste. Et il y a des structures qui fonctionnent mal. Et il faut aller chercher dans le fonctionnement même de la police ce qui ne va pas. Est-ce que le Parti communiste fait très bien, par exemple, sur les retraites ? Alors, quand on dit sur les retraites, ils disent « Ouh là là, attention, là, c'est technique, 41 ans et demi, les annuités, les machins, paramétriques. » Alors là, ils connaissent toute la machine de l'intérieur et ils sont prêts à changer chaque virgule, déplacer l'engrenage, etc. Sur la police, ils disent « Bon, un peu de formation, des petits contrôles. Ouais. Mais non, on défile, on écoute les syndicats. C'est toute la machine qu'il faut démonter et remonter autrement. Et ça, c'est une méconnaissance totale du sujet. Et en fait, elle ne sait pas. Elle ne sait pas de quoi elle parle. Voilà pourquoi les policiers font ce qu'ils veulent. Parce que l'IGPN dépend de la même direction que l'IGPN, c'est la police des polices, celle qui enquête sur la police. Elle dépend du même ministre. Et même ça, elle en a conscience de fait. Oui, parce qu'elle a dit une autre instance. Vu que ce sera pas l'IGPN. Une autre instance. Et puis, est-ce qu'on change les bas ? Est-ce qu'on supprime les brigades anticriminalité ? Est-ce que... Enfin, il y a tout un tas de choses à revoir de l'intérieur. Et elle rentre pas là-dedans. Elle laisse toute la police fonctionner comme elle fonctionne et juste elle rajoute des petits tickets. Donc en fait, on change rien. Non, c'est vrai que là, du coup, on l'a lancée sur l'antiracisme et elle avait un peu rien à dire. Mais tu vois, je pense que peut-être que si on l'avait prise sur un autre angle, mais vu ce que tu as l'air de dire, peut-être qu'elle aurait pas su non plus. Mais tu vois, les flics qui traitent les meufs de sales putes quand elles vont porter plainte pour des violences sexuelles. Il n'y a pas assez de preuves après, on te dit. Donc, Et puis, la présence à la manif avec Alliance, c'est la même logique. C'est-à-dire que il faut les écouter, ils ont des choses à dire. En fait, c'est juste qu'ils connaissent pas la police. Ils savent pas comment ça marche. Mais ils veulent pas se la mettre à dos non plus. Mais c'est ça, il y a aussi le vote de la police. Après, le vote de la police, on sait. Tu crois pas ? Ils vont pas aller voter PC, quoi, tu vois. Mais il y a aucun candidat. Alors on est venu à l'appel de la CGT, mais la CGT police, c'est même pas 1%. Ça n'a aucun sens de venir à l'appel de la CGT. Enfin, la CGT n'existe pas dans la police, quasiment. Donc, c'est des phrases hors sol qui ne veulent rien dire concrètement avec ce qu'est la police. Et c'est comme ça que tu te retrouves à défiler avec Zemmour. Et voilà. Et alors on peut faire des manifs avec des gens qu'on n'aime pas. Je vais m'arrêter là parce que je parle beaucoup, mais la réponse c'est pas la seule fois qu'on a défilé. Vous devriez vous inquiéter peut-être. Et du coup, Camille, le chat le chat, pareil, une petite note de 2 sur le chat, encore, comme au premier débat. Louise qui dit, elle a quand même sorti la carte du Not All Cops. Si je peux me permettre. Il y en a des biens. Voilà, Louise, très belle réflexion. Tispo, sert à rien de donner un récépissé à un citoyen largement plus simple à déployer une analyse de travail, de contrôle d'un policier. Je sais pas ce que vous en pensez. Contrôle d'un policier, genre tu suis un policier au quotidien pour voir... Je pense... C'était une ref aux caméras piétons ? Non. Je ne sais pas. Après, c'est vrai ce que tu dis, Mathieu. Je pense qu'il ne faut pas qu'on s'éternise sur ce sujet, mais de toute façon, quand tu regardes l'origine des créations de la police, en tout cas républicaine en France, on a quand même une police qui s'appelait la police des Noirs. Donc le boulot de la police des Noirs, comme son nom l'indique, était d'aller tabasser des Noirs pour qu'ils rentrent dans le rang et voilà, et c'était vraiment un truc de protection d'une certaine classe, d'une certaine... Encore très récemment, quand on retrace l'histoire des brigades anticriminalité, tout le monde les connaît, les BAC. BAC Nord, vous avez vu ce film incroyable ? BAC Nord. La BAC, elle a été créée par un préfet qui était le préfet quand il est préfet de Seine-Saint-Denis. Donc déjà, on crée ça. Il crée les BAC spécifiquement
pour un département, pas n'importe lequel, celui qui a le plus de quartiers populaires de France. Et il crée cette police en disant qu'il va créer une police pour intervenir dans ces quartiers où les citoyens ne sont pas les mêmes, donc on ne peut pas les traiter comme tout le monde. Et ce préfet, avant d'être préfet de Seine-Saint-Denis, il commence sa carrière dans l'Algérie française, il est allé couper des doigts, quoi. cabinet du préfet d'Alger, qui développe une stratégie de police qui est la police de la colonisation. De la colonisation qui vise à mater les populations habitantes là. Après ça, il devient préfet en Guadeloupe. Et à cette époque-là, la police tire sur la foule. C'est la dernière fois que la police en France a autant tué en une fois. C'est cet homme qui était préfet. Et ensuite, en remerciement de ses bons et loyaux services, il est nommé préfet de Seine-Saint-Denis et crée les BAC. Et de la BAC, elle va ensuite être généralisée. Donc il y a vraiment une histoire coloniale directe de la BAC. C'est pour ça qu'il faut absolument supprimer les BAC. T'as une super mémoire quand même. Hein. Bah, c'est son boulot en même temps. Il a son petit logo Street Press là ce soir, il est en mode promo. Très genre, impressionnant. Mais yes, c'est hyper intéressant et je pense que ça pour le coup c'est peut-être quelque chose qu'il maîtrise pas du tout au PCF. Quoi. Mais hyper intéressant, ça mériterait un débat, ça mériterait qu'on invite plein de gens pour en parler. On termine peut-être, j'avais noté cannabis, jeunesse, travail, économie, je pense qu'on peut faire cannabis en hommage à ton intervention Mathieu. Alors... Dans le chat, votez pareil. Note sur 5 au sujet du cannabis. C'était la chronique Street Press que vous avez vu avec un super jeu de mots au début. Merci. Et qui intéressait personne visiblement. Mais non, oh là là. En vrai, il y a eu pas mal de messages à ce sujet. Mais c'est vrai que face au TDS, c'est vrai que ils ne pouvaient pas faire face. Ah oui. C'est lancé. Merci beaucoup les modérateurs pour le sondage. C'est bon, tout le monde a voté. Elle est jamais sûre de ses notes, ça me fait trop rire. 3, 2, 1. Ouh 4, 2,5 de 75. Yes. Bah vas-y Maëlle, moi je pense qu'on se situe à peu près au même niveau. Ouais, je trouve cette idée de débat un peu... Les débats heureux. Un peu frileuse, quoi. Je sais pas. Et puis, tu trouvais pas qu'elle a dit en vrai, elle a dit mais bien sûr que je suis pour la légalisation. Bah elle aurait dû. Enfin, moi c'est ça qui m'embête. Elle incarne. À part Sandrine Rousseau qui dit ce qu'elle veut, les autres elles sont toutes. Oui bon. Moi je trouve qu'elle l'a quand même, elle s'en est quand même pas trop cachée. Oui, quand tu l'as poussée, elle a dit. Sûr, elle l'a dit et enfin ouais ça se sentait. Elle disait, elle rigolait, elle disait en gros bah oui. Oui parce que c'est comme tu l'as justement rappelé, la dépénalisation ça veut dire on a le droit, mais par contre on dit pas d'où il vient. Non, mais, comme c'est quelqu'un d'intelligent, le fait qu'elle laisse vraiment transparaître qu'elle est pour, c'était aussi une façon de répondre. Mais c'est malin. Bah oui, c'est malin. Et à votre avis, puis le climat agréable qu'on fait régner sur le plateau favorise aussi ce genre de connivence et donc oui, bien sûr. Donc à votre avis, tonton Roussel, il est pour? Non, alors pareil, moi, je fais les petits débriefs hors antenne. Oui, ils ont un petit problème. La vérité, c'est que il y a la moitié qui est pour et l'autre moitié qui est contre. Donc débat. C'est ça qu'elle a pas voulu dire. et c'est conflit de génération. Non, c'est les vieux contre les jeunes. Et ils sont contre, mais ils sont pas contre le fait de fumer un joint. C'est pas ça le problème. Il y a un truc de santé publique où ils ont l'impression que si on légalise, tout le monde, ça va aggraver les problèmes de santé publique. Bon. C'est les gens qui font les apés Roussel quand même. Please. Tu tacles les apés Roussel là. Comment on pourrait faire des bangs Roussel Oh non, les images là que j'ai, ça va pas du tout. Ok, bah moi je suis assez alignée avec Maëlle. Je trouve que c'est un peu genre. Mais au final, voilà, tout le monde ne peut pas avoir envie de prendre le risque de se faire exclure de son parti. Je savais que t'allais parler Sandrine Rousseau. Je le savais. Donc du coup, ils sont en mode oui, on en discute, c'est un débat. Ouais. Mais oui, effectivement, j'ai trouvé ça dommage. Après, je sais pas où les autres partis de gauche se situent. Peut-être la France Insoumise. Qui a très peu été mis sur la table quand même. Hein. Le PS. Un peu à l'automne dernier, vite fait, puis après, genre... Mais on en parle de cette pub du gouvernement, là. Ils ont dépensé, je sais pas combien, là, 50 000 balles pour faire un truc où tu dirais qu'il y a des fumigènes et des incendies. Enfin, c'est nul à chier. T'as envie de sortir, quand j'ai préparé l'émission, donc je regarde plein de vidéos et je suis tombé sur une autre, mais c'était tellement what the fuck que je l'ai pas pris. Il y a eu plusieurs, en plus, vidéos comme ça, où tout d'un coup, tout est enfumé, etc. Mais il y en a une alors qui a été développée spécifiquement pour La Réunion, où on voit
un monstre qui représente l'addiction, Oh no. qui poursuit quelqu'un qui s'enfuit. Et là, il y a un espèce de gros monstre, vraiment tiré d'un jeu vidéo qui poursuit. Oh mon dieu. Et c'est l'addiction au cannabis qui Ils est nous un prennent pour des monstre enfants, qui en fait. vous attaque. C'est facile. Quand dit le chat, a-t-il été touché par Et cette... écoute, c'est un perfect ce soir puisque c'est 2 à chaque. Merci. à chaque Elle se fait un petit peu ramasser. Le Hein. chat est dur alors que je l'ai trouvé. Dur pourquoi Parce que j'ai mis 2, car à aucun moment elle a dissocié son débat entre le médical et ses bénéfices et le récréatif. C'est vrai. Il n'y a pas Ah eu oui. de, C'est vrai de qu'il n'y a pas eu de nuance là-dessus. Tout à fait. Elle a mis un doigt dans l'eau mais sans trop se mouiller, quoi. Oh, Voilà. Quelle j'aime expression beaucoup, j'aime Bravo, beaucoup. un point pour l'expression de Daron. Merci. Et alors une petite question de TikTok, première fois sur le chat, je me permets de la poser parce que Welcome. c'est vrai que peut-être il y en a qui arrivent maintenant. Effectivement, il y a eu d'autres émissions avec des représentants d'autres partis, tu peux les regarder en replay si tu veux. Celle-ci aujourd'hui, c'est l'avant-dernière. Et ta deuxième question, c'est il n'y a eu que des gens de gauche invités, ce serait peut-être intéressant d'avoir des opinions de gens de droite. Je vous laisse répondre. La On semaine essaye. prochaine, nous On essaye. accueillons une personne qui n'est ni de gauche ni de droite, égale de droite. On va accueillir Sarah El Haïry qui fait partie du gouvernement Castex et qui va venir un peu nous parler de tout ça. Elle est secrétaire d'État chargée à la jeunesse et à l'engagement. Donc voilà. Et nous, on est très Oui, très On est, chaud. on est très près. Ouais, là. c'est On ça est- aussi. Expliquez peut-être un peu, vous avez Bah, essayé d'avoir des... Alors, on a essayé Ouais. d'avoir des personnes de la droite républicaine qui, en gros, nous ont dit oui, mais en fait, non. Ouais. En fait, on préfère pas. Ils nous ont un peu On ghosté. a au essayé début, d'avoir on- Rachida Dati. Non, mais il faut dire les noms. On a essayé d'avoir Rachida Dati Oui, qui tout à nous fait. a ghosté. On a essayé Euh, d'avoir Pécresse avant, vu que. On a Ouais, essayé Pécresse d'avoir nous a dit Pécresse. j'ai pas le time, et du coup, elle a préféré aller dans un truc où elle s'est fait un peu allumer sur le Elle va Aller voir voir les le seuil de copains pauvreté. d'Éric Zemmour. On a essayé d'avoir Marlène Schiappa qui a Qui, préféré n'a pas elle aussi voulu. être avec Pécresse et Éric Zemmour à la même soirée Valeurs Ouais. Actuelles. Et puis elle a pas C'était une belle voulu soirée. venir parler du coup de Darmanin. Hein. Je pense très clairement, elle savait qu'on avait posé Alors la elle a question. dit je veux bien vous répondre par écrit, Mm-mm. peut-être parce qu'elle Oui. voulait relire, mais alors moi je viens pas sur Twitch. On aurait pu lire ce qu'elle nous a écrit devant la caméra. Bonsoir. Peut-être. Non mais voilà, et Voilà. on a eu Et Madame El Haïry, qu'on est très content Ouais, parce on qu'on a- a plein de questions. Je vous conseille d'aller regarder toutes ces déclarations. J'espère qu'elle sur aussi, les elle va woke. regarder comme Hélène On Bidard a pourrait lui regardé. faire un best-of de tous les trucs. Enfin, je sais pas, on va trouver un Ça- truc. je- C'est la dernière. Ça va être vraiment très très bien. Elle aime beaucoup les woke. C'est. Puis elle adore parler surtout. Elle adore parler, quoi. c'est- C'est une On va oratrice. parler, C'est une c'est très bien. oratrice. C'est très bien. Ça va être saignant. Mais voilà, après en ce qui concerne la droite extrême, on n'y est pas allé, je l'ai expliqué dans une précédente émission, parce que pour des raisons en fait éditoriales, on avait décidé que ce n'était pas... Enfin voilà, et ça s'est vérifié d'ailleurs, cette vidéo qui est passée sur les réseaux sociaux la semaine dernière, où on voit Éric Zemmour qui dit à des gamins que le grand remplacement c'est pour demain et que ces gens méchants vont venir nous remplacer sans aucune contradiction. Devant des enfants. Devant des enfants. Enfin, Enfin, c'est un c'est une danger, mise en quoi. scène C'est- des enfants c'est qui est dégueulasse. T'as Ouais, un du coup, enfant pas qui ici, lui quoi. répond. Voilà, si je peux me permettre. Voilà, Non, l'idée c'est c'est pas- que non, en fait, on n'est pas là C'est pas pour comme dire... si ils étaient totalement invisibilisés. C'est ça. Zemmour, on le C'est voit ça. nulle part. Franchement, je suis Vraiment, contre il est cette censure censuré. d'Éric Zemmour. La vraie quoi. censure, Genèse. Voilà, donc il a un tapis rouge qui lui est déroulé par ailleurs, donc on s'est dit que c'était pas pertinent, mais effectivement, on a cherché quand même à avoir des gens de droite Tout à fait. qui ne se sont pas sentis, voilà, assez à l'aise pour venir. On espère que ça t'a répondu, TikTok. En tout cas, tu pourras voir lundi prochain la prochaine émission. Ministre. La dernière. Je vous propose, pour terminer, de parler de la jeunesse. Parce qu'elle en a beaucoup parlé avec le revenu universel de 850 € pour les étudiants, pour arrêter le salariat / études. Pareil, sondage, le chat. Qu'avez-vous pensé de l'avis de Hélène Bidard sur la jeunesse? Une note sur 5. Et pourquoi vous mettez cette note? Voilà, tout simplement. Bravo, tu as été le premier à mettre ta note. Je sais pas pourquoi il Allez, réfléchit je- si longtemps. C'est prêt, madame 3, 2, 1... Oh Oh Ah 4 et demi, Mathieu. Ouh là là. T'as été sois pas Non, perfect. bah, déjà, fallait que je mette une bonne note, parce que quand même, j'ai mis que des notes un peu dures. Non, j'ai trouvé C'est que elle savait de quoi elle parlait, et en plus, qu'ils avaient des propositions. C'est-à-dire que, voilà, il y avait la connaissance et des vraies propositions que je partage plutôt en disant, voilà, il faut que les jeunes puissent se consacrer aux études quand ils en font, et sans préjuger d'ailleurs, les études, ça recouvre
beaucoup de choses, et que pour ça, il n'y a pas de secret. Il faut filer des thunes aux jeunes pour qu'ils puissent travailler. Alors, on peut dire oui, pourquoi 800 € et pourquoi pas le seuil de pauvreté qui est à 1100 €. Mais bon, en même temps, pour l'instant, c'est 0 et 800, ce serait vraiment beaucoup plus. Sachant en plus que c'est enfin voilà, c'est un premier niveau, mais effectivement, voilà. Et puis ça se cumule avec les bourses pour les étudiants. Il faudrait savoir la moyenne de salaire des étudiants qui ont un job à mi-temps et voir. Je pense qu'on peut s'aventurer à dire que c'est un peu de la merde, que c'est pas vu que c'est par rapport à 800, plein, je veux dire, faut voir. Alors moi personnellement, par expérience personnelle, quand j'étais étudiante et que je bossais à la Fnac, du coup je bossais le week-end et à la fin du mois, je m'en tirais avec un peu moins de 1000 € quoi. Donc je pense, après je sais pas, peut-être que ça a évolué, mais j'ai un doute quoi. Après, il y a des étudiants qui travaillent pour leurs vacances, mais voilà, et c'est ce qu'elle disait, c'est la première cause d'échec en études supérieures. Parce que quand tu travailles le soir, le week-end, pendant tes vacances et tout, c'est du temps que tu n'as pas pour réviser, te détendre. Et avoir une vie sociale aussi. Avoir une vie. Et puis, ça creuse encore plus les inégalités sociales. C'est pas que ce serait un échec pour des étudiants. Non, c'est pas ça. C'est les gens issus de milieux modestes sont obligés de taffer parce que leurs parents ne peuvent pas payer. Et beaucoup, à cause de ça, échouent dans leurs études. Donc, ils redeviennent des gens de milieux modestes qui vont faire des enfants de milieux modestes, etc. C'est un cercle vicieux. Et les gens de milieux aisés vont avoir des bonnes conditions d'études. Et puis, en plus, s'ils galèrent, ils pourront se payer des cours particuliers. Et donc, les inégalités existantes se creusent ou à minima se maintiennent. Donc, c'est vraiment un outil de reproduction sociale. Ouais, c'est vrai que c'est une vraie question de société en fait. Mais c'est vrai que normalement, quand on est étudiant, on devrait pouvoir faire ses études sans avoir à se soucier de comment on va manger. Ouais, tout à fait. Ouais. Et bien, je pense que. Attendez, il est 50, on a encore le temps d'une question. Vous préférez travail ou économie ? Économie, elle a rien dit. Hein, rien dit. Travail, elle a. On n'a pas beaucoup non plus. Hein. C'est vrai qu'on a sauté du coup. Oui, on avait aussi des questions sur le logement qui étaient hyper pertinentes. C'est passé assez vite et on s'est rendu compte qu'on avait 3 questions. Nos questions pas posées étaient hyper pertinentes. On avait le mal logement, effectivement, parce qu'il y a quelque chose dans le programme, avec notamment le fait que la part des salaires des Français et des Françaises alloués au logement a explosé ces dernières années et les loyers continuent d'augmenter. Donc, qu'est-ce que le parti propose pour les difficultés d'accès au logement ? Qui était une vraie question intéressante, à laquelle elle n'a pas répondu. Et puis, il me semble qu'on avait aussi une question autour que tu avais notée. Sur le harcèlement scolaire, le harcèlement scolaire, le cyberharcèlement. Non, mais comme elle n'a pas répondu, je trouve que c'est un peu dommage d'en parler. Mais par contre, on peut parler des bails de Roussel autour de la viande, là, non ? Ça a été un micro-débat sur cette préparation de est-ce qu'on en parle, est-ce qu'on n'en parle pas. Du coup, on a trouvé un moyen d'en parler sans en parler. Mais c'est quoi le truc ? C'est parti d'où exactement la polémique ? C'était les repas à la cantine ? Non, il me semble que c'était des prises de parole sur la gastronomie française et les valeurs françaises qui se veut défenseur de ce truc, qui a voulu en faire un enjeu de société de défendre la bonne gastronomie et défendre l'accès à tous. En fait, il en a fait un truc social, c'est-à-dire l'accès à tous à le bon vin, la bonne viande. C'est ça, c'est à la fois un marqueur social et un marqueur d'identité. Il a dit être français. Tout parle de être français. C'est la culture française. Manger de la viande. C'est manger de la viande. Alors lui... J'aime bien comment t'as levé les sourcils. C'est un peu réducteur quand même, s'il suffit de bouffer de la viande. Pas du tout. Faut aimer Sardou aussi. Ah oui, pardon. C'est écouter Michel Sardou et manger de la viande. Mais lui dit non, mais c'était le bien manger. Et d'autres, en face, ceux qui critiquent disent oui, c'est bien franchouillard. Et tout ça, ça sent un peu les apéros saucissons pinards. C'est marqué. De l'extrême droite, qui étaient des manifs organisés par les identitaires il y a 10 ans. Voilà. Parce que saucisson pinard, on exclut de fait sans le dire les musulmans. Et donc voilà. Mais ce qui est chiant, c'est que ça a été la tonalité de cette campagne. Un peu, faut rajouter le côté tonton Roussel qui fait des blagues à Roussel et compagnie. Qui en a joué quand même, il en a joué à fond. Bien sûr. Gênant, tu vois, t'es au repas de famille et ils sortent. Toi t'es végétarienne, tu manges pas un bout de côtelette, tu vois, c'est un peu ça. Regarde comme c'est bon. T'as l'impression que c'est ça, tu vois, genre prends une tranche de pâté, quoi. Stop, ça suffit. Et je trouve ça dommage parce que le Parti communiste, qui a quand même une histoire populaire qui est réelle, contrairement à tout un tas de partis qui s'inventent. Les multimillionnaires populaires. Ouais, mais tout un tas de partis qui s'inventent des
racines. des enracinements populaires. Le PCF, c'est un vrai parti populaire historiquement, qui n'a pas besoin de surjouer ça, je trouvais. Et qui, en plus, dans son programme, a des vraies mesures de gauche. Mais alors, c'est quoi l'intérêt de surjouer ça? On peut se poser la question, justement, être visible. Quand on parle du fait qu'effectivement, ça rappelle les apéros saucissons, machin et tout. Est-ce que ce serait pas aussi un positionnement pour dire venez l'extrême droite si vous voulez, à l'extrême gauche aussi, on mange du saucisson, quoi. Il y a peut-être un peu de ça. Il y a le côté comment se différencier à gauche. Comment il faut être l'anti quelque chose, parce que sinon Mélenchon il aura plus de voix, Jadot il sera plus écolo. Il y a un moment, qu'est-ce qu'on est, nous? On aime la bouffe, du coup. Voilà. On reprend du Moi, je serais pas partie là-dessus, si je peux me permettre. Et on joue sur des paniques morales, en fait. C'est-à-dire qu'en creux, il y a aussi l'idée de dire... Parce que quand il dit ça... Menace sur notre patrimoine. Attention, les écolos, quand même, c'est des gens qui vont nous... Votez pas Yannick Jadot. Ne votez pas Yannick Jadot. Ces gens-là, ils vous brisez vos plaisirs. L'écologie, c'est la punition. Et donc, il y a ça. On nous empêche de prendre notre bagnole, on nous empêche de bouffer la viande. Ils sont chiants, ils veulent plus qu'on parte en vacances. Ils veulent plus qu'on fête Noël, ils veulent plus qu'on fasse le Tour de France. T'attaques pas autour de Maëlle, elle est remontée. Ok, d'accord. Non mais je vois. Et c'est dommage de jouer là-dessus, parce que je pense que le PC, avec l'histoire qu'il a, il peut se reconstruire sur autre chose. Surtout que oui, mais est-ce que les créneaux sont pas déjà pris? Si l'ennemi c'est le parti écolo, alors qu'il y a quand même une plaque de glace, vous avez vu ça, une plaque de glace qui s'est détachée en Arctique, qui fait la taille de l'Italie. On est dans la merde. Donc toi t'arrives et tu joues sur les écolos, ils font chier. Bah oui, mais en fait, on sait pas où on sera dans 10 ans. Voilà, après, j'ai cassé l'ambiance là. Mais oui. Non, mais après... Les écolos, ça me... Après, il y a ça, il y a l'idée de... Et après, il y a ce vieil argument qui, même s'il est vieux, il est peut-être entendable, qui est, la priorité des priorités, c'est l'économique et c'est les inégalités entre les gens. La lutte des classes. La lutte des classes, alors ils sont sortis un peu de la lutte des classes au PCF aujourd'hui, mais il y a quand même l'idée de se dire, d'abord, on s'occupe de ceux qui n'ont pas à bouffer à la fin du mois, de ceux qui n'ont pas un appartement ou un toit sur leur tête. On règle ces problèmes-là d'abord, et c'est les vrais problèmes des Français. Et il faut trouver des marqueurs pour exister médiatiquement, surtout quand tu es un parti qui a 4%. Malheureusement, quand tu es Emmanuel Macron, que tu es à 30%, que tu es au gouvernement... T'as pas besoin d'aller chercher des mesures comme ça qui vont faire le buzz. Quand t'es Fabien Roussel, Sandrine Rousseau, il y a aussi une dynamique un peu... Ils ont pas du tout le même type d'argument, mais c'est le fait de faire des propositions qui vont cliver et donc faire le buzz et permettre d'exister et mettre des sujets sur la table. C'est ce qu'a fait Sandrine Rousseau ici la semaine dernière. Parce que pour ceux qui n'auraient pas suivi... On a été dans Valeurs Actuelles. Voilà. On a parlé de vous nominativement dans Valeurs Actuelles. Donc, oui. Sandrine Rousseau sur la répartition des tâches ménagères, le délit de... On parlait du congé parental, etc. Et elle dit moi j'aimerais aller, de congé parental et de répartition des tâches. Et elle dit j'aimerais aller plus loin. Et moi je porte cette mesure-là qui n'est pas dans le programme de Jadot, mais je porte cette idée de délit de non-partage des tâches. Et je pense que c'est dommage en fait. Avec le recul, je me dis qu'on aurait dû donner des exemples. Par exemple, l'exemple de l'Italie où c'est au Portugal, je sais plus, une personne qui après son divorce qui a fait reconnaître qu'en fait elle s'est tapé les tâches ménagères pendant 30 ans et que du coup son mec il devait payer de l'argent et ça a été elle a obtenu ce truc. Je pense que on est un peu parti dans l'exagération en mode vous allez mettre des gens qui vont venir taper à la porte, mais en vrai du coup la polémique est partie complètement mais les gens se sont plus offusqués de ce qu'elle disait que en fait on en est à ce point de ras-le-bol dans les couples hétéros on pense à faire un délit de non partager. Je veux dire, c'est ça qui devrait inquiéter les gens, genre vous imaginez les idées qu'on a dans la tête? Ouais. Après, je pense que Sandrine Rousseau là-dedans, elle le cherche un peu. Mais elle cherche pas sur celui-là, pas sur cette phrase, mais en fait, elle en lance suffisamment souvent pour qu'à un moment ça monte. Là, ça sort sur Twitter. De Twitter, ça va dans Valeurs Actuelles. Valeurs Actuelles, c'est repris par RMC. RMC, ça finit sur BFM. Et sur la chaîne Sénat aussi, la chaîne parlementaire. Voilà, et donc en fait, elle a créé un moment où elle a existé politiquement et où elle a fait exister son combat aussi. Grâce à ça, en disant, elle a fait parler, parce qu'il y a des gens qui vont dire, mais quand même, faut se rendre compte que le partage des tâches dans un couple, il est celui-là, et on se met à parler sur la chaîne parlementaire, sur BFM, de la répartition des tâches ménagères dans un couple.
Et c'est une stratégie de communication. Et je pense que Fabien Roussel, qui parle une fois, c'est peut-être une maladresse, 40 fois de la bidoche, c'est une stratégie de communication. Espérons que ce soit. Alors, est-ce que ça donne envie de faire la révolution féministe avec Fabien Roussel? On peut peut-être donner une dernière fois la parole au chat. Alors, le chat, ça parle écologie pour l'instant. Il s'en fout de Il la s'en Ouais, ça a été resté. Alors, s'il y a un projet qui dit pénaliser, c'est n'importe quoi, un flic viendra vérifier. Pour interrogation. Voilà. Mais on est d'accord sur la valeur actuelle, très la chère. faisabilité, je pense, de cette mesure est de toute manière très floue et pas. Et c'est pas la faisabilité de la mesure est pas très intéressante finalement, plutôt que de, comme on l'a dit, poser le sujet. Sur la table. Yes. Et bah du coup, je pense que on va pouvoir terminer la semaine prochaine sur Twitch. Comme on l'a dit, on reçoit Sarah El Haïry, qui est secrétaire d'État chargée de la jeunesse et de l'engagement au gouvernement Castex, donc quelqu'un qui travaille avec Emmanuel Macron, Be ready. qui est à peu près la seule personne éloignée de gauche qu'on a réussi à avoir. De droite, on peut le dire. Hein. On a lutté. De droite. Non, mais faut arrêter, faut appeler un chat, quoi. Disons que ce gouvernement a mis en place des mesures de droite. Non, mais voilà. pourquoi on dirait pas qu'il est de droite? C'est pas grave, c'est Parce comme qu'il a ça. jamais assumé, c'est trop drôle. Et Tu te alors rappelles pas qu'au début du Marine Covid... Le Pen refuse qu'on dise qu'elle est d'extrême droite. Tu vas pas dire qu'elle est d'extrême droite? Non mais bon. Ah là là. Donc, Sarah El Haïry la semaine prochaine. À l'interview, Maëlle Lecor, Mathieu Mollard, moi-même. Moi, je suis que pour la pastille qui intéresse pas. Pour la pastille avec où tout le monde s'en fout. Exagère. Je suis un homme, il faut que je me plaigne. Je suis discriminée. Ouin. Merci à Inès Pollon qui est à la régie et qui nous Merci a fait beaucoup. ces incroyables petits overlays Merci. qu'on adore. Cette musique incroyable Merci au début beaucoup. Pour Et toute de la qu'on adore. préparation aussi. Hein. que Mais ça oui. demande. Ça Merci demande du Stéphanie temps aussi. et de l'amour. Qui nous aide beaucoup. Merci à Stéphanie qui a préparé le petit Bravo. repas, comme d'habitude. Les gueuletons. Merci également à Camille qui a beaucoup, géré le merci à chat vous. ce soir. Et merci à toute l'équipe de Mademoiselle, à la modération, Ezoc, Chino, as Tout usual. à fait. Et merci à vous aussi sur Merci le chat. surtout le chat. Merci les viewers d'avoir été là, d'avoir beaucoup participé. Et soyez là lundi prochain pour la Oh oui. dernière. Soyez On va là. finir c'est en fini. apothéose, venez. Vous pouvez. On a dit qu'on envoyait un message à Hélène Bidard pour qu'elle soit dans le chat avec vous. Hein. Exactement. On va Hélène, réinviter, on va dans faire le un chat. all-start avec Non, tous mais les on anciens. devrait Venez dans envoyer- le chat. Franchement, on leur dit on leur envoie un message, on leur dit qu'ils se mettent sous leur vrai nom. Grave, Ce serait trop bien. grave. Venez. Avec Sandrine Venez. Rousseau, Hélène Bidard et tout, ils pourraient parler entre eux, ce serait T'as incroyable. Sandrine Rousseau dans le Quoi. chat, Mais lol. franchement, on le fait. on envoie un message, ça nous coûte rien de le faire. Ah, mais de ouf. Ok, je sens que vous êtes motivés, on va le faire. Bah, carrément. On a Et rien à perdre. merci à Humanoid qui nous aide à porter ce projet qui touche bientôt à sa fin. Soyez là la semaine prochaine, c'est la dernière. Il y aura des paillettes et il y aura des gens de droite, ça va être génial. Voilà. Merci Et beaucoup tout le monde. Merci. Pourquoi des paillettes soirée. Le dress code est Salut, annoncé salut. comme ça.